Et t'as été dur avec des mecs qui a pu ramener à la maison? J'ai la vérité, hein. Okay. Ouais. Il a voulu lui mettre un peu la main dessus. Oula. Là, je lui mets à 4 pattes. C'est vrai? Ouais. Je l'ai éclaté. À 4 pattes. J'ai dit maintenant, tu vas faire le chien. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jérôme Le Banner, qui est champion de kickboxing, qui est parti faire le K1 au Japon, qui est surnommé le roi sans couronne, puisqu'il est arrivé jusqu'en finale. Il va nous raconter tout ça. Il a joué aussi dans plein de films, notamment dans Astérix Obélix. Il a joué aussi dans un film avec Vin Diesel. Il va nous expliquer tout ce qu'il a fait. Dans Fatal aussi, à l'époque, et plus particulièrement avec Jean-Claude Van Damme bientôt, dans Le Jardinier. Il va venir nous raconter tout ça. Et sa carrière assez incroyable, avec beaucoup d'anecdotes. En tout cas, si vous voulez venir nous écouter en podcast audio, prenez 2 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Légende sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. On est chaque semaine dessus pour 3 interviews, le mercredi, vendredi et dimanche. Et là, c'est parti avec celle de Jérôme Le Banner sur Légende. On y va. Bonjour, c'est Jérôme Le Banner, en direct sur Légende. Merci de m'accueillir. Je vais parler un peu de ma vie. J'essaie que ce soit pas trop plate. Ça va ou quoi? Ouais, toi? Bienvenue entre 2 Havrais. Ouais, c'est vrai. On est du Havre tous les deux. Tu es né là-bas, c'est ça? Ouais, je suis pas resté longtemps. T'es pas resté longtemps, C'est ça ouais. que t'es en train de me faire dire. C'est ça, bah oui. T'es pas un vrai de vrai. Toi, t'es resté. T'es né en 72, hein? 72, ouais. Champion de kickboxing, Jérôme Le Banner. Si vous le découvrez, 111 combats, on a noté en kickboxing, c'est ça? Je sais pas. 86 victoires, 71 KO. Seulement 22 défaites, parcours assez impressionnant. Tu seras dans le film Le Jardinier avec Jean-Claude Van Damme, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Plein de choses à raconter, mais le principe, c'est de refaire ta vie aussi, Ouais. qui est passionnante. C'est ce que j'ai. T'es quand même dur au mal, toi. J'ai vu tes cicatrices tout à l'heure. T'es pas quelqu'un qui est douillé du tout. Bah non, il faut. Je pense que dans le métier que j'ai choisi, la douleur fait partie de la nourriture quotidienne. Donc, bon, j'ai eu plein de blessures, puis même les entraînements, c'est dur. Donc, faut essayer de repousser la douleur au maximum que l'on peut. On va se reparler de ça après. T'étais plutôt turbulent quand t'étais jeune. En 72 au Havre, on le disait. T'étais plutôt calme ou tu vois, par exemple, Cyril Gane était dans les jupons de sa mère. Il me disait, il se cachait un peu, timide. Toi, t'étais comment? Alors, j'étais très pas limite d'être, tu sais, comme on dit, les hyperactifs, Ritaline, les cachets, machin. Non, pas. J'étais à la limite De ça? de passer le bord. Non, j'étais super actif dans. Par exemple, je voulais être le premier à la cour de récréation. J'ai même poussé une fille un jour pour aller plus vite qu'elle, et puis d'être le premier. Et elle s'était pris la tête dans le plexi. Il avait eu le point de suture. J'avais été comme. Ils avaient demandé à mes parents de venir, Ah, ils ont peut-être convoqué tes parents? À quel âge? parce que j'étais trop actif. On m'appelait Gilbert Bécaud, le monsieur 100 000 volts à l'époque. Donc Gilbert Bécaud, pour ceux qui ne connaissent pas, un chanteur. Attends, c'était en quelle année qu'ils ont appelé tes parents? T'étais à l'école primaire? J'avais peut-être 8 ans, 6-8 ans, ouais. J'ai poussé la gamine. Si vous nous écoutez en podcast audio, juste que vous sachiez, tu fais quelle taille? 1m90. 1m90 pour quel poids? 117 kilos. Ouais, c'est ça, t'es très solide. Voilà, on le voit pas si vous nous écoutez, mais que vous sachiez, ceux qui te découvrent aussi. Tu grandis dans une famille assez populaire, assez aisée. C'est quoi ton... Non, mon père routier. Routier, ok. Mon père routier. Grande gueule. Enfin, grande gueule. Solitaire, toujours pareil dans ses cabines de camion. Grande gueule, un peu alcoolique de temps en temps. Aux heures pleines. Papa aux heures creuses. Et puis, ouais. Et puis, bon, maintenant, ma mère a commencé... c'était après la guerre, hein, tu sais, c'était l'après-guerre et tout ça. Donc, elle a commencé au bas de l'échelle, dans une usine, pour finir cadre supérieur. Donc, non, c'est une bosseuse, ma mère. C'est elle qui était plus sévère que ton père, finalement? Ah ouais, c'était le fureur. C'est vrai? Ouais. Tu l'as appelé comment, ta mère? Le colonel, l'adjudant-chef. Non, c'était vraiment quelqu'un de... C'est une dame, tu sais, 1m75 déjà. 1m75, déterminante. Et puis, bon, à un moment donné, je me rappelle, quand j'étais gosse, elle avait enlevé un rein, donc elle dialysé. Ok. On lui avait mis un rein, on avait fait une greffe de rein. Et à un moment donné, elle devait être 1 semaine sans boire, parce qu'elle était gonflée. Et je me rappelle, elle happait la buée des femmes de ménage qui faisaient le carrelage de la chambre. Et non, c'est une femme, franchement. Et elle a eu d'autres enfants ou Non, que moi, justement. Déjà, des problèmes de santé. Et puis, malgré ça, et puis, à un moment donné, elle voulait en avoir un autre. Elle avait été voir le docteur traitant, enfin, le pédiatre. Hein, ouais, le pédiatre, ouais. Et puis, il avait dit, moi, je touchais tout sur le bureau, je touchais tous les trucs et tout.
Ma mère avait dit, j'aimerais avoir un autre enfant. Et le docteur, il l'avait regardé, il a dit, celui-là, il compte pour 10. Bah, pour votre santé, ça sera pas bon du tout. Elle n'avait pas tort, finalement. Enfin, oui, il n'avait pas le tort, mais... Ouais, c'est vrai. Et elle aimait les sports de combat, ou ton père aimait les sports de combat? Il y avait un rapport dans ta famille, dans ton éducation, ou rien à voir? Mon père aimait les sports de combat, il avait fait la boxe anglaise. Donc j'avais entendu parler que ma mère voulait pas que qu'il continue parce que il faisait ce qu'on appelle les troisième mi-temps lors de... C'était les balles à l'époque, tu sais, danser. Et donc mon père aimait pas la danse, donc picolait un petit peu, machin, et puis... la fin de la troisième mi-temps, bah, il est connu avec les garçons qui regardaient qui étaient trop proches de ma maman. Ah, il était plutôt bagarre. Ouais. Tête de con quand il buvait. Ah ouais? Ouais. Breton, tête de con. Ouais. Toi, après l'école, tu t'es fait harceler un peu? T'étais seul? Ouais. J'étais seul. Parce que moi, j'étais du Mont-Guerre, comme un certain toi. Et en fait, après, donc, j'étais en nourrice, parce que ma mère travaillait jusqu'à tard le soir. Donc j'étais avec la nourrice, et puis donc j'étais dans un quartier que je connaissais pas trop, quoi. Puis que ma nourrice de l'époque, que j'ai conduit d'ailleurs jusqu'aux portes du paradis, j'étais tellement turbulent pour que ma mère n'arrivait pas à trouver de nourrice. Donc il y a eu... Ah oui? Ah ouais, je mettais les claques aux gamins. Mais non. Ah ouais. Puis j'en ai même mis une j'avais entre 10 et 24 mois. Je l'avais mis c'était une amie à ma mère, j'avais tellement rétamé. Elle était partie en maison de soins, tu vois. Parce que je bougeais partout pour lui dire non, qu'est-ce qu'il va arriver quelque chose dans les marches. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je montais, je prenais le bain, enfin, je retournais dans l'eau du bain. Enfin, écoute, tout gamin, tu sais. Ouais, un gamin. Et donc hyper actif, quoi. Ouais, et donc, énergique. Et quand j'ai vu cette dame-là, j'ai ouvert les bras, puis c'était le coup de foudre. Ma deuxième maman. C'est marrant. Madame Sauce. Et puis, donc, quand j'étais dans ce quartier-là, elle est tellement peur qu'il m'arrive quelque chose que dans ce quartier-là, moi, j'ai le droit d'aller à l'école, de revenir, puis de pas bouger. Donc, je jouais pas les... T'avais pas trop de copains à l'école? Pas de copains à l'extérieur? Pas du tout. Et t'étais plutôt solitaire? Volontairement ou... Non, par le biais des choses. Ah oui? Ouais. Et t'étais plutôt... Et j'aimais pas trop. À la limite, après, quand il a fallu jouer au foot, j'ai jamais fait un match de foot de ma vie avec des gosses. Ah bon? Jamais. Putain, c'est fou. Parce que je fais pas jouer, parce que j'avais pas l'habitude, et puis... non, j'étais le rejeté. Mais tu te faisais emmerder? Non. Ils étaient méchants avec toi ou ils te laissaient... Il y a eu quelques mecs. Et ça, tu te laissais faire ou... Non, j'ai essayé de me défendre, mais bon, à l'époque, tu sais, je faisais un peu de judo, à 6 ans, parce que donc, quand j'ai poussé cette petite gamine à l'école, mes parents m'ont mis au judo, avec monsieur Jean-Claude Kellien, qui était Arbeitsschnell, tu vois. Ah ouais. Et donc, gros sens de la compétition. Donc après, quand je me faisais emmerder, tu sais, c'était la loyauté, le courage, pas taper l'autre. Donc c'était ce truc à la con. Là. Au judo, ce que t'as... Ouais, au judo. Oui, c'est l'inverse de ce que t'as... Ah bah oui. Ce que tu peux avoir besoin des moments. Voilà, et donc puis le mec était plus grand que moi quand même, tu vois. Moi j'étais grand par rapport à mon âge, mais j'étais jeune, j'avais 12 ans, mais je faisais déjà 1m80, tu vois. Donc le mec il me faisait chier, donc monsieur Roussel. Putain. Et après, tu t'intéresses au sport de combat, donc tu dis judo, etc. Ouais. À quel moment t'en fais un peu plus pas professionnellement, mais un peu décision, 2-3 entraînements par semaine. Compétition le dimanche, souvent, parce que ça tournait beaucoup à l'époque. En fait, c'était... il y avait David Douillet, mais après, il y avait monsieur Camus, je crois. Enfin, il y avait des grands noms qui faisaient c'était comme le foot version arts martiaux, quoi, tu vois. Donc, c'était comme pas... Il y avait un roulement de compétition. Tu regardais des films? Qu'est-ce qui te donnait envie? Ah non, j'étais obligé. De quoi? J'étais obligé, à 6 ans, d'aller... moi, je me rappelle, le dimanche matin, je voulais regarder Winnie l'ourson. Non, tu vas... Ah ouais? Obligé d'aller à la compétition. Ouais. Putain. Je faisais un entraînement le dimanche, une compétition, petit quevilly, grand quevilly, tatatat. Ouais, tu t'as accroché des coussins à un arbre. Ça, c'est après, ça. Ça, c'est plus tard. C'est plus tard, ouais. C'est l'âge de 14-15 ans, 16 ans. Donc là, tu fais du judo toute ta vie? Jusqu'à 14 ans. Jusqu'à 14 ans. Et à un moment donné, j'ai un peu cette... T'es bon, quand même? Ouais, je suis bon. Je suis comme pas mal, ouais. T'es ceinture quoi? Ceinture marron. Ah oui, donc. Ouais, 14 ans. Voilà. Après, donc, je veux faire le karaté parce que je suis tombé sur le film de Bruce Lee. Ah oui, donc c'est un film, quand même, qui va te donner envie plus tard. Voilà, je me dis, tiens, ouais. Une voix dans ma tête qui me dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ah, ok. Le karaté de chauffe. Karaté de chauffe, j'y vais. Tu vas? Et là, il est toujours pareil, arrêter le coup, tout ça. Et puis il y a l'essor de... Là, on est en plein dans la boxe américaine.
boxe américaine, truc de quartier, un peu, les survêtements tactiles, tu vois, Et puis les bananes, les mecs qui veulent se battre, c'est l'époque des Redskins, tout ça. Donc, et on me disait, non, faut pas faire ça. Mais moi, on me dit, non, faut pas le faire. Toi, t'y vas? Eh ben, j'y vais. Et tu pars donc, tu vas faire quoi, de la boxe? À 18 ans, je signe, je prends ma licence. Parce que ma mère voulait pas que je fasse de boxe, quelle qu'elle soit, avant les 18 ans. C'est normal. C'est normal, ouais. Une maman, elle n'a pas envie de voir son enfant se faire taper. C'est ça. Après, on comprend quand on est parent. Je comprends. T'as pas envie de voir ta fille, ton fils, ouais, tu vois, non. te battre, même si c'est son... Je trouve que ça m'a donné des vraies valeurs. Toutes ces années, ça m'a donné, bien sûr, des grosses valeurs. Le courage, la détermination, la résilience. Et tu vas commencer à 18 ans, du coup, vraiment la boxe. Comment ça se passe au début? Donc j'attends ce mois de septembre. J'aurai 18 ans au mois de décembre, donc je m'inscris dans une salle de boxe américaine. Et puis 3 semaines après, je m'inscris à la Porte d'Orléans, ma première compétition de light contact, où est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre au KO. Et puis forcément, le KO arrive et... donc là, je me fais virer, la compétition claque. Parce que tu tapes trop fort? Parce que je tape trop fort. À l'époque, déjà, tu étais ouais. très puissant? Ouais. Non, puissant. Parce que pour arriver à mettre KO quelqu'un, il faut quand même taper... Mais c'est des faut petits bien gants, taper. des barnes, tu vois, donc c'est des petits gants, hop, et puis bon, c'était pas... Le mec n'a pas été KO, mais touché, on est pas là de toucher au visage, par exemple. Le light contact, léger. Et donc là, tu vas faire ça jusqu'à tes 18 ans? Donc 18 quelques ans, mois? toute mon année de 18 ans. Et puis après, à 19 ans, 19 ans, je change de club. Et là, je suis dans un club du Havre, un peu route, tu sais, près de la gare. Le Full Boxing Club du Havre. Et il y a un journaliste qui te repère, c'est à ce moment-là? Ouais. Pour Karaté Bushido, qui aujourd'hui est très fort aussi sur YouTube. Ils font beaucoup de vidéos. On a eu Greg MMA d'ailleurs qui est sur Karaté Bushido. À l'époque, le monsieur s'appelait Pascal Igliki. Il est au ciel. Et lui, c'était mon... C'est lui qui t'a repéré? C'est lui qui m'a repéré. Et il te met en relation avec Jean-Paul Maillet. Et Jean-Paul Maillet, relation avec le Japon, le K1. Il leur faut enfoncer. Le K1, c'est la grande compétition. C'est l'UFC du K1. C'est l'UFC, exactement. C'est l'équivalent de l'UFC aujourd'hui. Même encore maintenant, les gens disent que le K1 et le Pride, l'ambiance était beaucoup plus spectaculaire que l'UFC. Hein. Ah oui? Ah ouais. C'était des chefs d'orchestre qui venaient, la symphonie, on arrivait en hélicoptère, on arrivait dans des grosses nacelles. À l'américaine, quoi. Même pas, non, même les Américains arrivent encore à faire ça aujourd'hui, hein, j'excuse. Ça, c'était en Asie. Ouais. Au Japon, tu vas devenir très connu au Japon. Tu vas vraiment exploser là-bas. Tu vas devenir une superstar, on va l'expliquer après. Tu arrives pour le K1, mais comment ça se passe? T'es tout jeune encore à l'époque? Ouais, je suis avec Pascal Igliki. À l'époque, je m'entraînais avec un mec qui s'appelait Robert Ritt de Rouen. Tu connais personne? Je connais personne. T'es français? Tu parles pas japonais? Je connais personne. Et là, je vois tous ces mecs arriver. Il y avait des formes d'équipe. Tu sais, les camps d'entraînement, les Hollandais connaissaient ça, les mecs d'Afrique du Sud, les Allemands. Moi, j'arrivais, je connaissais personne. Tous avec les mêmes tenues. Nous, avec mon pote, on avait des tenues différentes. Mais tu signes un contrat, t'es payé. Comment ça se passait pour comprendre vraiment financièrement? Ils te trouvent un appartement? 1500 balles, je crois. 1500 francs ou 1500 euros, je sais plus, 1500 $. 1500 $. Et donc, t'as un appartement? Enfin, tu vas vivre, non. Ils disent, voilà, vous avez Jean-Paul Maillet dit, appelle Pascal Igliki, t'as ton pote, là, le balai, est-ce qu'il peut prendre des coups de pied dans les jambes? Il dit, ouais, des low kicks, ouais, je pense. Attends, il vient du full contact, le mec. C'est-à-dire, le full contact, on pouvait taper au-dessus, above the waist, au-dessus de la ceinture. Et il dit, oui, t'inquiète pas. Donc j'ai eu 3 mois pour me préparer. Non, 2 mois. Donc j'étais chez Robert Ritt de Rouen, je prenais le train tous les jours, même je dormais là-bas. Et puis à fond pendant 2 mois, et puis je suis arrivé donc au Japon, on arrive avec Pascal. Tu prépares pour un combat, quoi. Je prépare pour un combat. Et je me rappelle, on arrive au Japon, et c'est ce que je dis à un certain Sébastien tout à l'heure, c'est une autre planète. J'arrive là et je suis... Oh. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? On sent dans leur façon de faire, rien que le fait de prendre un objet, et complètement différent, ils prennent le temps, il y a un code d'honneur. Il y a une propreté. Il y a des règles. Oh. On en parle tout à l'heure, mais oui, des règles, oui. C'est que des règles. C'est des robots. Ah, même c'est des robots. C'est limite trop, tu trouves? À un certain moment donné, oui. Maintenant, quand tu vois ce qui se passe en France, non. Oui, ça permet de régler quand même plein de problèmes. Ouais. Faut rigoler les gens qui disent, oh, on a pris 15 ans. Faites 2 jours déjà, faites 15 jours de garde à vue japonaise. Là, on en reparle.
Parce que la justice au Japon, elle est beaucoup plus sévère qu'en France. Au-delà Oui, de la règle. c'est-à-dire que nous, les juges, les magistrats mangent ensemble, même avec les grosses têtes. Donc, c'est c'est comme quelqu'un, je sais pas, j'ai vu dernièrement qu'il a tué la mère devant, il a une fille devant la mère, machin, le mec est dehors parce qu'il a un vice de procédure. Mais au Japon, mon pote, il n'y a pas les droits de l'homme s'arrêtent à la prison. Moi, j'ai appelé des gens j'ai une amie qui a eu un gros problème, on en parlera, mais. Et l'ambassade française. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il y a un an. Raconte si tu veux pour comprendre. Ouais. On est au Japon, je suis avec une amie et un jour elle n'en parlera pas elle, mais si elle a envie, je pense qu'elle créera même un bouquin. Altération, avec un philosophe qui s'appelle Foucault sur l'incarcération, et aussi l'altération de la pensée et tout ça, parce qu'en fait, quand tu arrives quand t'es dans une prison japonaise, c'est même plus le sol, t'es vide. Il te vide, c'est une torture psychologique, aussi bien physique que psychologique. Tu comprends que Carlos Ghosn, il s'est barré, je comprends. Ah, est-ce que c'est horrible Bah non, mais. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait ton Et amie elle, en fait, elle est insomniaque. Et elle pose, à chaque nuit, en allant acheter un petit truc au drugstore du coin, là, qui est ouvert toute la nuit, comme tout au Japon. Et il y a un distributeur de boissons. Et elle pose le sac de 682 grammes sur une poubelle. Pourquoi 682 grammes? Parce qu'ils l'ont pesé, parce qu'elle a eu 2 semaines, elle a pris 2 semaines de garde à vue. Un sac poubelle avec des sac poubelle, ouais. Avec des saletés. Avec des saletés. Ok. Pas triées. Des ordures. Des ordures, puis une petite clope sur le côté. Allez, jette une clope par terre. Jette une clope. Ce qui ne se fait pas là-bas. Ah bah non. Et ce qui n'est pas plus mal en vrai. Ah bah non, c'est clair. Là-bas, là, il n'y a pas de crotte de chien. Les femmes peuvent se sortir à n'importe quel moment de la nuit, de la journée, comme elles veulent. Ouais, c'est plus sûr, quoi. Et donc voilà, on sort de l'appartement, ils nous invitivent, deux personnes âgées japonaises. Je suis au Japon depuis j'ai été 150 fois là-bas, donc et je vois qu'ils commencent à nous. C'est pas habituel. Ah non, c'est pas habituel. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est vous. J'ai dit, vous voyez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc là, il me fait la poubelle, et il nous fera une photo. Et je regarde, je dis, mais c'est toi, Coralie? Je dis, c'est toi? Qu'est-ce qui. Et donc, il m'explique une photo, 2 photos. Il avait pris en photo? Eh ouais, parce qu'en fait, il y avait un petit distributeur de boissons et une caméra au-dessus. Et donc, il la prenait en photo toutes les nuits au matin, quand le matin se lève très très tôt. Pour retrouver la personne qui a mis le sac. Pour retrouver la personne. Donc, à un moment donné, elle vous reprendre la photo. Le monsieur dit non, il se tiraille un peu, à toi, à moi. À un moment donné, elle lui fait vraiment mal à l'avant-bras et elle lui met une petite pichenette. Bah, ils ont appelé la police et elle a pris 15 jours de garde à vue. Nous, moi aussi, j'ai été en. Ah, toi aussi? Ah ouais, enfin, moi, j'ai pas fait de garde à vue parce que. Parce que j'avais. Enfin, voilà, parce qu'à un moment donné, la dame voulait prendre son sac, j'ai rattrapé la dame avec le sac, la dame voulait pas lâcher le sac, et j'ai senti qu'à un moment donné, si je tirais trop le sac vers moi. Elle est tombée? La dame, elle est tombée, et là, je dis, oh là là, bon, parce que je connais le Japon, ça fait longtemps. Et donc, la police vient. L'interprète arrive, il dit, attendez, mais pour un sac, une pichenette, le mec, il n'y a même pas une petite pente rouge. Et le mec me dit, mais nous, en France, mais de côté, monsieur Le Banner, vous êtes libre de repartir chez vous quand vous voulez. Vous avez fait 15 heures de vol. Il y a 7 heures de décalage horaire. Chez vous, là où vous dites, là, en France, on peut égorger des professeurs, on peut brûler des mairies, brûler des bibliothèques. Chez nous, je vous dis, si ça serait même pas arrivé, on aurait brûlé une poubelle, une poubelle ou un début de magasin, on tirerait à balles réelles. Donc retournez dans votre pays de merde. Ah, il te dit ça? Ah, mais comment on dit ça? Retournez dans votre pays de merde. Votre ami, là, va être là-bas, et puis on vous fera signe quand ça va sortir. Mais partez chez vous, parce que ça va prendre peut-être un peu de temps. C'est vrai? Ah ouais. Je suis là, vraiment. Et à un moment donné, il y a un Malien français, qui parle français. Et je lui donne de l'argent pour qu'elle puisse repartir au cas où elle sortirait en taxi. Mais le mec, il se change. C'est-à-dire que dès que je lui donne de l'argent, il y a des Japonais, puis non, il me donne des... Il pleure. Oh, je dis, putain, merde, on est... Il avait peur d'être pris comme un... Parce que le fait que je lui donne de l'argent... Un pot de vin, genre. Que j'ai les autres Japonais regarder comme ça, tu sais... Ça fait soudoyer un peu. Ouais. Et comme il faut les parler en japonais pour que les autres comprennent, il y avait aussi ça, c'est l'incompréhension des Japonais. Wow. Et le mec, et je l'ai revu le lendemain matin, parce que le lendemain, ils nous ont reporté à l'appartement, le lendemain matin, pas 6h30 comme en France, mais 8h, pam. Et vous nous recevez Bon, moi non, mais votre ami, on va lui parler un petit peu de la messe, là.
Et donc, elle a pris 15 jours, parce qu'elle a même pu prendre plus cher que ça. Et là-bas, c'est des gardes à vue, c'est pas... garde à vue, c'est un néon toute la journée, 24 heures sur 24. Tu te laves une fois par semaine, t'as 2 bols de riz, un peu de miso soupe, et tu fermes ta gueule. Ça m'est arrivé de jeter un chewing-gum, machin. Je te dirais, quand tu vois, quand j'allais la voir au parloir, parce que c'est un parloir, hein, avec un avocat, un traducteur, tout ça. Heureusement, j'avais des copains là-bas, parce que... Et c'est l'enfer. Là, même à un moment donné, j'ai pété un plomb. Et donc, les gens de mon équipe ont dit, écoutez, ils ont appelé mon boss, ils ont dit, on a un problème avec cette personne-là. Si vous voulez pas qu'on ait un autre problème et avec Jérôme, parce que là, moi, je connais les gens, je peux plus les voir. Je peux plus voir les Japonais, les machins. Je connais, il faisait 45 degrés, le béton, le béton qui retient la chaleur toute la journée. Tu sues, tu fais 1h30 de métro pour aller la voir, revenir, appeler les gens, dire pardon. Il faut que j'aille les voir les gens. Ah, t'es obligé de... dire pardon aux gens à qui on a eu l'intercation. T'es allé leur dire pardon? Bien sûr, obligé. Donner des ronds, c'est vrai? Ah ouais. Pour qu'ils enlèvent leur plainte? Au départ, déjà, Gomenasai. Voilà. Chacun son tour, c'est ça? Non, mais que moi. Et là, je vais vous leur dire, même pour... je vais prendre un avocat. L'avocat leur dit, écoutez, monsieur Banner, quand Fukushima elle était là pour donner de l'argent, faire des donations, donner le manger aux gens à Fukushima et tout. Ils étaient un peu... On va dire, je pense que on a fait les cons et voilà. Et donc Gomenasai, lettre d'excuse, pour qu'ils puissent en retirer la plainte, sinon... elle était partie elle était partie pour 3 mois. Mais là, non, mais tu... Et je peux dire que quand tu ressors... Elle a été abîmée, des 15 jours? Non, psychologiquement, meurtrie. C'est vrai? Meurtrie. Tu taves pas, ils te prennent pour de la merde. Et ils n'ont pas le droit de parler dans toute leur peine? Ah non, t'es là, tu peux pas te parler avec tes... Avec les voisins, avec tes collègues de détenus, non. Il y en a une, elle a pris 6 mois parce qu'elle avait volé une barquette de poulet qu'ils l'ont retrouvé 2 jours après, parce que avec les trucs de vidéo. Ah putain. Ah non, c'est pour ça que là-bas, ils ont dit, monsieur Bonner, vous avez déjà vu des grosses altercations dans la rue, des batailles, de la violence, tout? Vous avez déjà vu ça? Au Japon? Non, à part les Yakuza à l'époque. Maintenant, c'est les Hongrais, c'est encore autre chose. Mais sinon, oui, alors, ils vont faire la une des journaux télévisés parce qu'il y a quelqu'un qui a volé un slip. Un slip à une voisine. Oui, il a pris un slip. Ou une plante verte, il a pris une plante verte dans un bac municipal. Et là, ça fait les gros titres. Ah non, mais là-bas, Mais c'est ça le bien vivre ensemble. Et je peux dire que moi, j'ai eu un pote, il a pris 6 mois. Il a perdu 30 kilos. Ils te font une torture psychologique. Et là, ici, on pourrait pas, parce que, allez, non, c'est pas bon. Au Japon, il y a même eu une fois un JT qui a commencé par le patron de l'équivalent de la SNCF. Tu connais cette histoire? C'est sur Internet. Hein. Il est assis à côté de l'animateur ou de l'animatrice, je sais plus trop, et pour s'excuser publiquement et personnellement des 2 minutes de retard qu'il y a eu le train. C'est la première fois qu'il y a un train en retard au Japon. Ça, c'est un peu trop. Voilà. Et là, il est là, et il s'excuse auprès de tout le monde, etc., machin, et puis elle le regarde un peu limite méchamment et tout. T'es là, c'est quoi ce truc? On les sent comme stressés, c'est-à-dire que t'as un grand boulevard, c'est le Champs-Élysées, avec un feu au milieu, un nufoche, pour situer un peu le truc, tu vois. 2h du matin, tu regardes à droite, il n'y a pas une voiture à moins de 300 mètres. Pareil par là, il n'y a personne. C'est rouge, ils bougent pas. Ah oui, ils attendent. Ah, c'est ça. Et moi, voilà. Ouais, non, mais en fait, bon, là, tu vois, c'est là où... Mais après, tu te plies et tu fais pareil. Oui, exactement. On va en parler de ça après, c'est intéressant même par rapport à aujourd'hui, même à l'éducation et tout. Enfin, on peut juste en parler en 2 secondes, etc. Mais l'éducation... toi, tu penses que ça manque de sévérité en France? Comment on pourrait améliorer? Toi qui as vu un peu le système japonais, est-ce que... tu vois, on parlait de maison de correction avec un invité qu'on a eu, Michel, qui a été abandonné à l'époque dans la forêt. Si vous voulez voir l'émission, elle est géniale aussi. Qui a survécu à 5 ans dans la forêt. Il est parti en maison de correction quand il a été rattrapé. Ouais. Et en France, il disait que c'était très très dur, etc. Ouais. Toi, tu serais pour remettre des trucs comme ça? Grave, même pire. Maison de correction pour... là, c'est un maison de super correction. Et que t'as pas il n'y a pas les ligues des droits de l'homme. Ah non, moi je serais... Oui, ça... Ah ouais. Parce que quand quelqu'un perd quelqu'un, parce qu'il l'a tué, là on voit des OQTF, des machins, des trucs, qui tuent des gens. Mais putain, la personne qui enterre son enfant, elle prend perpète.
elle prend perpète. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, j'étais dans plein de pays où je sais pas mon visa, mais ils te prennent par la peau du cul, ils te virent. Aux États-Unis, tu prends un ticket alors que tu n'as pas le droit d'être sur le territoire, mon pote, tu vas, tu te fais des 3 semaines, un mois en Car City, tu vois. Et puis là, je dis, tu piles pas un mot. Hein. Tu penses qu'il faudrait beaucoup plus de sévérité? Bien sûr. On oublie, oui, le pays des droits de l'homme, oui, mais quand tu as des droits, tu as des devoirs. Fuck you. Voilà. Tu as des devoirs. Donc ça, on oublie. Donc les parents, ils viennent là, machin, on fait même le truc des enfants. Mais non, on devrait même pas avoir un droit d'avoir des enfants. Mais des fois, tu vois des gens avoir des gosses. Mais tu te dis, putain, dans les HM, tu te dis, hé, mec. Oui, alors, il y avait le truc des allocations familiales, là. C'est pareil. Quelle connerie. Pour moi, c'est une grosse connerie. De quoi, des allocs, tu veux dire? Ouais, le truc d'avoir des enfants, trop d'enfants. Il y a un moment donné où est-ce que on peut pas. Mais dans les HM, il faut avoir une maison, alors quelque chose où ils peuvent au moins s'épanouir. Courir. Tu vois. Bah ouais, courir et tout. Non mais on met des gens dans des cages de lapins. Mais non. Enfin, pour moi, on marche sur la tête de ça. Toi, tu détestes l'injustice je déteste de par ça. ta jeunesse même. Je déteste ça. Je déteste ça. Souvent, il y a un truc de combattant où tu as envie d'aller défendre inconsciemment. Tu vois ce que je veux dire. Moi, tu mets les deux gosses là contre le Philippe, là, et moi, je leur mets le nez dans le cerveau. Je les éclate. Et le gamin, là, c'est un jeune de 22 ans qui a été tué à Sainte, à Grande-Sainte. Ils sont violents, qu'on me les donne. Qu'on me les donne. Ah, je les fume. Je les fume. Ça t'est jamais arrivé dans la rue de pouvoir, grâce à ta puissance physique, sauver quelqu'un? Oui, deux ou trois fois, ouais. Aider quelqu'un Ouais, en boîte de nuit. En boîte de nuit, quand on sortait, à une époque où je sortais comme pas mal, où je chantais, ça, tu le sens, moi, généralement, j'étais l'ambiance électrique un peu. Tiens, 2-3 mecs, là, ils vont chercher les gonzesses, machin, je le sens. Puis on était, hop, puis comme on est comme des chiens derrière les voitures, ça manquait pas. Bing. Bon, il y a peut-être aussi parce que c'était aussi pour régler une partie de l'injustice, aussi peut-être aussi, pour en découdre aussi, donc c'était peut-être pas bien non plus, mais quand même, le résultat était que, voilà, on avait permis à 2-3 personnes de finir une bonne fin de soirée. Ouais. Parce qu'il y a un moment dans ta vie où t'aimais aussi te battre, il y avait un vrai truc. J'aime toujours. Pas me battre. C'est pas me battre, j'ai pas envie de taper quelqu'un pour nothing. Pour rien. Oui, bien sûr. Non, c'est de dire, si ça peut servir, voilà, tant mieux. Ouais. Et en fait, bon... non, ça m'arrive. T'as jamais tapé quelqu'un pour le plaisir? Ah non, jamais d'avis. Toujours, jamais d'avis. Je préfère, moi, me faire quelque chose. Ah non, jamais. Oui, t'es un gentil qui va défendre... Ouais, mais gentil, non, c'est péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. Ah ouais, c'est plus de valeur, il n'y a plus... Mais le problème, c'est l'inversion des valeurs, on s'entend. Ouais, oh là. C'est qu'aujourd'hui, on va mettre en avant les gens qui sont méchants. C'est pas forcément la bonne solution. Ouais. C'est bien de mettre en avant aussi les gens qui défendent, je trouve. Oui. Mais après, il y a... Ouais, mais après, il y a... Le gentil, ça veut pas dire forcément le brave, le concon. Ouais, le concon, ouais. Tu vois, maintenant, tu vois, les valeurs changent, le code change. Tu vois, on est tellement habitué à entendre des conneries de ce qui se passe, les faits divers. Ça vient des faits rituels, tu vois, des faits normaux. Mais c'est vrai que quand t'es puissant physiquement, tu dois avoir envie d'aller aider au feu rouge tout le temps. Ouais, alors moi, tu peux me dire n'importe quoi au chiot volant, je m'en fous. Je m'en calisse. Tu te fais emmerder parfois, toi? Non. Enfin, le mec qui va te faire chier. Oui, des fois, c'est rigolo, ouais, c'est vrai. Il y a pas longtemps. Le mec, il me klaxonne, machin, je ressens, je dis, t'as pas choisi ton bonjour, toi. Et on regarde, puis il rigole, tu vois. Et... Non, là, ça me fait sourire. Oui, parce qu'en voiture, on voit pas qui est parfois au volant. Ou la dernière fois, c'est quand on sort de boîte de nuit, j'étais avec mon pote qui tient l'abricotier au Havre. Il y a un mec, il se... 4-5 heures du matin, enfin 4 heures du matin, il me jette, moi mon pote, qui part en scooter, il lui jette une bouteille de whisky vide. Boum, on était en train de parler. Et... Mais non. Moi je suis pas bourré, donc ça m'a fait... J'ai pris ça comme un... J'ai pris à rigoler, et puis le mec, il a essayé de me taper, m'a attrapé, j'ai attrapé, par contre... Et là après, donc, les gens ont éteint les caméras, parce que il a morflé. Ah, c'est vrai, ouais. Oui, t'es gentil jusqu'au moment où on vient de tirer. Ouais, non, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, putain, non, t'as vraiment pas choisi ni ton lieu, ni le bon moment. Il y en a qu'on passe ce dernier, tu vois, soubresaut de... Un peu de coke dans le nez, je pense qu'il y a un peu de coke dans le nez, parce qu'à un moment donné, j'ai mis une tarte dans la gueule. Ouais. C'est fou, hein, qu'il y en a qui réfléchissent pas avant d'attaquer quelqu'un, à qui ils attaquent. Et le mec, il a essayé une claque dans la gueule,
il essaie de m'attraper les jambes, tu vois. Je leur montre, bon. Non, non, non. Pas ici, pour moi, non, du con. Pas ici, pas moi. Ah là là. Et en même temps, ça doit lui faire du bien, c'est qu'après, il réussira peut-être plus, tu vois, à chercher la bonne personne, quoi. Et donc, on va revenir au Japon, pardon. Ouais. T'arrives au Japon, Ouais. là-bas, donc t'es surpris par ce côté carré, etc. Le combat, qu'est-ce qui se passe, ton premier combat là-bas? Donc, le premier combat, je rencontre un mec de 82 kilos, un Thaïlandais, ancien champion de Lumpini, qui avait fait, je sais plus combien d'années de prison, parce qu'il avait combattu, il avait mis un coup de pied, un high kick dans la tête d'un mec dans un bus, je crois. Il a fait 3 ans de prison, tu vois, et pour se défendre, je crois même d'ailleurs, pour se dire, mais il est comme pris de la prison, du ferme. Et là, il revenait à la compétition, 82 kilos, ou non, un peu moins, 75 kilos. Et donc, son entraîneur, c'était le grand No Quit Davy, un grand nom de la boxe thaï. Et donc, je rencontre ce mec-là, tu vois. Et je me dis pas, ça va être facile. Oh, le premier coup de pompe, le premier shoot. Il est très puissant. Très puissant. Et surtout l'entrée, je me rappelle, j'avais un truc Bulldog Amsterdam, un vieux sweat à capuche. Et ce qui me surprend, c'est je vois, on arrive dans un petit Karakoen, hein, c'est un hall, mais il y avait 25 000 spectateurs. Et je fais ça, je fais wow. C'est énorme. Je fais what the fuck. C'est un stade, quoi. Ah ouais. Je fais tout le monde qu'il y a. Oh. Et il y a un Hollandais qui vient nous donner un peu la main pour le coaching, parce que mon pote était... Bon, il connaissait la boxe, mais bon, il était un peu paniqué, hein, mon pote Pascal Eguiki, le reporter de karaté Bushido. Et puis, on est dans le coin et tout. Et je me rappelle, le premier coup de pied que je prends et que je bloque avec le tibia, je fais, oh, bon, c'est pas si mal que ça. Parce que moi, c'est la première fois que je prenais vraiment un gros coup. Parce que le premier combat, parce que nous, à l'époque, kickboxing, c'était donc full contact, c'est au-dessus de la ceinture. Prendre des coups de pied dans les jambes, en polo, on n'est pas... Tibia contre tibia, ça peut faire mal. Tibia contre tibia, puis là, c'est vraiment... On est en shoot, quoi, c'est pas... Enfin, oui, comme maintenant, mais ouais... Et donc, c'était le grand step, tu vois... Comme lui, il était dangereux, il avait tué quelqu'un, tu disais, il avait tué quelqu'un, mais c'était un Thaïlandais. Il avait des lames de rasoir qu'il avait au niveau des tibias, tu vois. Et puis il a résisté, hein. Il a résisté. C'est-à-dire? Et là, on a fait 3 ou 4 rounds, 5 rounds, je crois. Donc il était solide. Il était solide. Je pense quand même qu'il avait... bon, je pense qu'il devait mâchouiller, mais bref, il était fort. Et tu l'as... Pour des gens qui se battent en... Tu l'as eu quand même? Ah, j'ai gagné, donc j'ai été pris engagé pour être dans les 8 finalistes. Et après, les 8 finalistes, c'est un combat... c'est plusieurs combats le même soir. Ouais. En fait, plus tu gagnes, plus tu continues. C'est ça. Et jusqu'à la finale, et si tu vas en finale, donc, tu fais 3 combats. Là, on se qualifie, et après, on est pour la soirée donc, du K1 Grand Prix. Et là, donc, il y avait 3 combats dans la soirée. Bon, 3 combats de boxe dans la soirée, c'est fatigant. Ah ouais. Déjà, non, tu ressors pas indemne. Ah ouais, puis bon, tout dépend. Des fois, ça peut se passer... Ça dépend comment tu ressors. Ouais, ça peut se passer très très bien, très très vite. Ça dépend aussi parce qu'elle commence par un loto. Tu peux te blesser au premier coup, en réalité. Tu peux te blesser, ouais, voilà. Un coup de pas de chance, tu te casses le bras. Voilà. Et puis, tu peux choisir le mauvais numéro. Parce qu'il y avait une soirée où... tu tombes sur le plus fort. On devait choisir une boule, tu vois. Et tu dis, bah là, sur les 8, tu dis, moi, je vais me mettre sur le numéro 3, le 6 va te prendre toi, et puis voilà, on fait ça. Oui, c'est comme une Coupe du Monde au foot. Une boule, c'est exactement au début, ça. tu tombes sur les plus durs. Si t'es à la bonne boule au bon moment, bah, tu tombes sur le bon combat, tu vas prendre le plus faible, forcément. Et puis moi, ça me faisait chier, moi, je prenais toujours le plus fort. C'est vrai? Ouais. Tout de suite? Ouais. Ah, il fallait mieux coucher le... Je suis pas calculateur, je dis... je m'en foutais. Tu voulais donner du show? Ouais, je me dis, de toute façon... j'aime pas trop les jeux de hasard, tout ça, donc... allez, de la merde. Je prenais le 2, je me mettais à côté du 3. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai même pas été, parce que il y avait un concert de Johnny Hallyday. C'était son dernier concert à Bercy, qu'il faisait. Mon pote Pascal Guy était fan de lui. J'ai dit, donc, on fait le tirage au sort, le lendemain du combat. Il me dit, viens, on rentre à Paris. Ils avaient mis une photo de moi, grandeur nature. Et par téléphone, je leur dis, je choisis tel numéro. C'est vrai? Après, je m'en foutais. Ouais, je m'en foutais complètement. Incroyable. Ouais. Et t'es très bon tout de suite? Ou tu sens que tu progresses avec les années? J'ai une ascension très... Ouais. En fait, je pense qu'après, le lieu, de voir le nombre de gens, les fans... Ça te chauffe? Ouais, ça te galvanise. Et là, tu dis, je vais vivre pour ça. Enfin, déjà, moi, j'étais un moine. Je me dis, je vais vivre vraiment de ça et pour ça. Et dans la rue, t'as une popularité qui est comme par exemple, les joueurs de foot. Oui, au Japon.
C'est comme les joueurs de foot en France, par exemple. Ah oui. C'est très connu. Ouais. Donc, tu as tous les Là-bas, Japonais qui viennent te voir. là-bas, ils aiment les arts martiaux, ils sont baignés dans le code du Bushido. L'Asie, en général. Ouais, non, mais le Japon, non. Plus, les Japon, c'est vraiment... la Thaïlande... La Thaïlande aussi. Oui, ça arrivait de voir sur les chaînes nationales des combats de nous, du K1. Mais non, au Japon, c'était quand même... Nous, on combattait le 31 décembre, il y avait 200 millions de téléspectateurs qui regardaient ça. Combien 200 millions. Putain. Ouais. Ah oui. Il y a 260 millions, donc on faisait, je sais plus, des 90% de parts de marché. Ah oui, t'étais suivi. Ah ouais. Bon, on était suivis. Et c'était agréable le lendemain de Oui. voir les gens qui viennent te féliciter, ça doit être galvanisant. C'est super. T'as pas envie d'arrêter, quoi. Ah bah non, tu veux te battre pour eux. Tu te bats, non. Là, tu commences à te prendre au jeu. Là, tu veux donner le meilleur de toi-même pour leur donner à eux. Parce qu'on voit une espèce de fanatisme qu'on ne retrouvera jamais, que tu ne retrouves jamais autre part, dans n'importe quel pays. Les Japonais sont... Ouais, ils sont... to cheer you up, tu vois, vraiment, ils aiment t'élever, quoi. Tu vois. Comme ils aiment aussi te descendre. Hein. Ah oui, quand tu perds après... Mais pas la française, pas l'américaine, tu sais. Non. Moi, ce que je vis, par exemple, je parle avec Cyril Gann, là, de ce qui... les gens qui lui expliquent la boxe en prenant le café, je n'aurais pas pu, moi. Moi, je n'aurais pas pu. Tu crois qu'en France, on explique la boxe à Cyril Gann, ouais? Bah oui, t'aurais dû faire comme si, putain, c'est comme ça, malin. Moi, non, je sais que à l'époque, quand j'avais 25-30 ans, j'étais chou bouillon, non, tu m'aurais pas parlé comme ça. Je parlais pas. Tu pars t'entraîner aux États-Unis après en 98, un peu plus tard, alors que ça marche très très bien au Japon. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as envie de partir aux États-Unis? Qu'est-ce qui t'attire de plus que t'as pas là-bas, par exemple? Encore une petite voix dans la tête qui me dit je pense qu'il faut t'écarter du chemin japonais. Voilà. Je dis, Alors que ça marche. Voilà, ça marche. Mais je sens qu'il me faut un truc. Et tu pars avec Don Turner, qui est l'entraîneur du mec qui s'est fait croquer l'oreille par Mike Tyson, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment tu te fais repérer par les Américains? Jean-Christophe Courrèges. Donc Jean-Christophe Courrèges, à l'époque, il y avait Christophe Tiozo, tu t'as peut-être pas connu. Gros manager. Donc je fais une pub pour Walter, c'est une marque de gants à l'époque. Le mec m'a dit tu veux boxer en boxe anglaise? Je dis ouais, ça me dirait bien. Il me dit moi je connais très bien Jean-Christophe Courrèges, on parle de Jean-Christophe Courrèges. Jean-Christophe Courrèges c'était Christophe Tiozo, grosse figure de la boxe anglaise en France, tout ça, tu vois. Il dit je vais l'appeler ce soir. Le soir même, je rentre chez moi, clac, coup de téléphone. Jean-Christophe Courrèges qui me dit tu veux boxer en boxe anglaise, toi? Tu veux vraiment goûter la vraie boxe? Je dis ouais. Pas la boxe. Non, la vraie boxe. Là, que les points, dans la gueule et tout ça, pendant 12 rounds. Je préfère, non, je te propose 4 rounds de boxe anglaise dans un mois et demi, dans un mois à Porto. Ouais, paf. Et donc là, ça a commencé. Donc là, j'ai fait mon premier combat contre un Roumain, je crois. Donc je mets KO au deuxième round, je crois, au troisième round. Et là, il commence à me dire, non, t'as trop de cuisses. Généralement, les mecs de boxe anglaise, t'as pas le physique. Il faut plus balèze en haut, enfin plus gros, plus de gras, en fait, et moins de cuisses. Ouais. Ah, ben, j'ai dit, attends, ça se commande pas, ça, j'ai dit. Donc, il me dit, écoute, on va faire avec. Écoute, t'as envie de... Tu aimes le rêve américain? J'ai dit, ouais. Il me dit, dans 15 jours, tu pars à New Bern, en Caroline du Nord. OK. Donc là, je pars, la première fois seul. Donc, dans un camp, t'es au milieu de champs de maïs, d'avoine, tout ça, il n'y a rien. Black américain, il parle comme si c'était une musique de rap. Et là, pour moi, c'est l'entraîneur de Christophe Tiozo et l'entraîneur d'Evander Holyfield. Donc là, tu l'écoutes. Donc on se lève le matin à 6h, on va courir 3 miles, every day, tous les jours. Et après, on fait des sparring, les leçons, entre 11h et midi. C'est un camp militaire, quoi. C'est un camp militaire. On est un baraquement, on dort tous là. Et Don King, c'est le promoteur de Mike Tyson? Ouais. Ça. Et donc, ouais. Qui est connu pour être un peu escroc, je crois, non? Ouais. Une réputation un peu sulfureuse. Ouais, oui, clairement. Ça va se passer... Alors lui, je boxe en anglaise, ça marche bien, et après, il veut que j'arrête le K1, et il veut que je devienne le White Hope. Il arrive, il prend le micro dans un gros combat... Ce qui veut dire l'espoir blanc. L'espoir blanc. Il dit... il prend le micro, devant tout le monde, il faut vous rappeler que quand j'étais une fois au Japon, j'ai rencontré ce moine qui m'a dit que je rencontrais cet homme noir qui avait le double shock power.
Donc, je vous ai amené Mike Tyson, celui qui avait le double choc pour 1 point. Mais, chose que j'ai oublié de vous dire, j'ai rencontré un blanc qui avait le double shock power, mais power dans la main et power dans le pied. Je vous présente Jérôme Le Banner. Donc là, c'était à l'Atlanta Dome, ouais, pour un combat entre Evander Holyfield, champion du monde, où il y avait même AKS qui était venu, enfin c'était les promoteurs de boxe anglaise français qui viennent, et donc je rencontre un Brésilien, Black Panther. Et là, je mets KO premier round sur un gros kick. Il y a 35 000 spectateurs encore. Et je me rappelle, il m'avait présenté quand il dit « Vive la France, champion du monde !» Et donc là, j'ai signé avec lui, gros chèque quand même, pour un combat de kickboxing à l'époque. C'est quoi un gros chèque à l'époque? À l'époque, c'est 300 000 $. Ah oui. Non, ouais, à l'époque. Mais 300 000 $, les mecs les mecs comme, à part, un mec qui était un gros, pour moi, qui était un nid de... Enfin, purpose, un but, c'était Diza Diafa, qui avait des sponsors, les machins, potes avec Jean-Claude Van Damme, qui savait se vendre. Moi, je sais, et je sais toujours pas me vendre. Je savais pas et je ne sais toujours pas. Et donc, le mec, comment dirais-je, moi, il dit, il en faut, comment dirais-je, Don King me dit, il faut que t'arrêtes la boxe thaï. Voilà. Donc les mecs, donc je te dis, les mecs à l'époque, excuse-moi, je me trompe un peu, les mecs à l'époque, ils prenaient, pour des championnats du monde, ils prenaient 5 000 francs, quoi, 6 000 €. Moi, je prenais des 300 000 par combat, tu vois. Ouais, donc t'as réussi à bien gagner ta vie. Oui. Assez rapidement. Ouais. Et donc, voilà, il me dit, non, Japon, fini. Ah. Donc, Don King envoie des lettres au Japon, des fax à l'époque, des fax, comme quoi que quand je vais en Japon, aucun média a le droit de me poser de questions. Alors, les Japonais, ça va dire, Ban-Hassan, on n'a pas le droit de poser de questions, machin, et tal. Je suis invité toujours dans l'organisation du K1, et là, je suis en vedette, tu vois, en black market, tu vois. Je suis là, mais non, attendez, moi, je suis avec Don King. Et là, Don King, pour eux, c'est Mike Tyson, c'est gros, tu vois, c'est huge. Mais ils ont pas le droit de me parler. Ah là, ça les fait chier. Et là, le Ishii, donc mon gros boss de l'époque, bon, qui marchait aussi, il y avait les Yakuza derrière, il y avait tout un truc, me dit, je veux te récupérer. Et moi, en réalité, le Japon me manque. Le Japon me manque énormément. Quand tu dis Yakuza derrière, les Yakuza, c'est la mafia, parce que c'est pas japonaise. Ouais. C'est vraiment des violents. Ah oui. Ah oui. Pire qu'en France, tu crois? Pire que les mafias françaises? Oui. Oui. Il y a un code. Ils vont pas tuer... Ils vont pas tuer des gens qui n'ont rien à voir dans le système. Ils vont pas te faire des dommages collatéraux. Non. C'est derrière, dans toutes les grosses organisations d'islam, tout ça, tu as les Yakuza. Ah oui? À l'époque, ouais. Non, c'est fini. Et c'est fini, ça a changé un peu ça? Moi, je me rappelle, j'avais été... j'aurais un truc là, donc je suis interdit ils ont interdit les journalistes de me parler. Et donc ça, mon image a... Je dis, tu sais, quelque chose qui est interdit, t'as envie de lui poser la question. Tu vas dire, mais lui, non, t'as pas le droit. Ah, mais merde. Faut que j'y pose. Non, t'as pas le droit. Et hop, ils y allaient quand même, et puis ils prenaient des amendes, et puis ils étaient contents de me parler, et puis donc, à un moment donné, le Japonais m'a dit, non, je te reveux. Et moi, en fait, le Japon, il me manque énormément, et puis je reviens à la compétition du Japon. Et je casse mon contrat avec Don King. Ah ouais, tu vas casser ton contrat américain pour repartir. Mais tu gagnes de l'argent au Japon? Ah ouais. Tu arrives à négocier mieux avec lui? Non, mais c'est le Japon qui me manque. Ouais, c'était ton endroit. Ouais, je fais comme pas mal d'oseille, ouais. En 97, t'as 25 ans, on va dire, mais t'as ta fille Victoria qui arrive. Ouais. C'est-à-dire que tu deviens papa en même temps, avec tout ça, ouais. etc. Tu rencontres ta femme là-bas? Comment ça se passe? Non, ma femme, je la rencontre dans le quartier. Je la rencontre... c'est la seule femme que j'ai draguée de ma vie, hein. Faiza. Et fille de quartier, tout ça, j'étais en rupture amoureuse de quelqu'un, puis j'avais envie d'aider quelqu'un, puis c'est devenu ma meilleure pote. Tu l'as rencontrée en France ou au Japon? En France. En France? En France, ouais. Ouais. Je l'ai rencontrée, c'était une amie d'un pote. Pas mal c'est une grosse batailleuse, tu sais. Puis il y avait pas mal de problèmes dans le quartier, donc je l'ai aidé un peu, puis en l'aidant, je me suis aidé.
Et vous avez une fille à l'époque. Ouais. Ça te change ta vision sur ta carrière? Tu fais plus attention après? Oui. Oui. Parce que ça arrive au moment où j'arrête avec les... Avec un? Ah, Ouais. j'arrête avec Don King, ouais. Parce que je leur dis, non, moi je combats plus de fois au Japon. Donc, non, moi ma fille, je veux qu'elle mange. Non, il est hors de question. Non. T'arrives à l'éduquer, ta fille, toi? Même si t'es toujours sur la route, ou c'est plus ta femme qui gère? Ouais, c'est sa mère qui... Non, je suis comme là souvent, je suis comme là 99% du temps. Ah oui, t'arrives Mais à... bon, après, avec les 99%, t'enlèves encore 15% parce que les entraînements, les conneries à côté, les sorties un peu machin. Voilà, à l'époque, non, je sortais pas. Donc non, Tu l'éduques sur quelle valeur? Un peu sévère, ou t'es plutôt détente, toi? comme je dis la fois, c'est un peu mon brouillon. C'est-à-dire que j'ai un peu élevé comme mon pote. Donc à un moment donné, quand ton pote, tu dis non, mais là, non. Quand tu dis non. Puis, moi, j'ai pourri ma fille. C'était bon. Et t'as été dur avec des mecs qu'elle peut ramener à la maison? Parce que t'avoir comme beau-père, c'est peut-être pas le meilleur cadeau. Non, toujours. sur Très un gentil. mec Bah écoute, non, celui qu'elle a ramené, elle l'a qui est un peu gardé. timide. Non, celui qu'elle a ramené où j'ai mangé, non, j'ai envie de Non, il était bien, ouais. Ouais, Pierrick, ouais. Tu l'as mis un petit coup de pression? Oui, parce qu'à un moment, il a voulu. On dit la vérité, hein. Ok. Ouais. Il a voulu lui mettre un peu la main dessus. Dans quel Et- sens? Ah, bah, il l'avait attrapé un peu par le callback, et puis. Ah. Ouais. Oula. Là, je lui mets 4 pattes. C'est vrai? Ouais, je l'ai éclaté. À 4 pattes, j'ai dit, maintenant, tu vas faire le chien. Je crois pas. Ah ouais. Ah, c'est vrai? La prochaine fois que tu attrapes ma fille et que tu lèves la main et que tu essaies de la rabattre. Ah oui, ça par contre, c'est inacceptable. Ah non. Donc, elle a essayé de l'avait attrapée. Bon, elle aussi est un peu chiante, hein, d'accord. Mais. Ta fille aussi, elle est... Non Ouais, du caractère, hein, la Victoria. Donc, ça a dû monter. Et puis, c'est sa mère qui a dit, ouais, elle a voulu rien me dire parce qu'elle parle pas, elle. Elle, Ah non, ta elle fille, parle t'as pas pas, dit? ouais. Donc, Faiza m'appelle, elle me dit, faut que je te parle. Ah, ok. T'es assis, je vois, ouais. On me dit, bah, il s'est passé ça. Ils m'ont fermé la porte derrière, et puis, mais je sais qu'il s'est passé ça. Ok. Toc. Et il y a un moment où vous étiez plus ensemble. Donc, bonjour, monsieur, c'est le facteur. Je l'ai attrapé, et puis... Il a compris pourquoi tu venais? Ah ouais, il s'est excusé, bien sûr. Ah oui? Ah ouais. Ah, il s'est excusé, et puis... Non. Je lui ai fait faire le chien. Non, mais là, dernièrement, j'ai même trouvé un travail, tout ça. Non, je suis... Tu t'entends toujours bien avec, mais... Ah oui, je m'entends très bien avec. Ah ouais, non, je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Parce que, non, je sais qu'il aime ma fille. Donc, non, je suis... mais il y a un moment donné où est-ce que tu peux pas... Tu verras, toi, on peut pas s'immiscer dans la vie des gens. Même si c'est ton enfant, il faut qu'elle fasse des bêtises, il faut qu'elle fasse Des erreurs. des erreurs. Il faut qu'elle se trompe de chemin. Ah ouais, il faut qu'elle fasse des Pour mauvais trouver la choix lumière, pour voilà. après comprendre. Ouais. Voilà, c'est obligé. Ouais. Tu peux pas empêcher quelqu'un de tomber de vélo. Et Non. il tombe une fois pour Il comprendre. tombe, voilà, c'est bien, il se relève. Ça va, voilà. Elle va tomber 99 fois. J'ai dit, de toute façon, je serai là 100 fois pour te relever. Mais, je m'occupe plus du tout de leurs affaires. J'ai voulu leur demander. Ah oui. Oui. Non, on va pas avec lui, non, retourne pas. Non, mais... Ah, parce que tu avais dit, retourne pas. Ah bah, retourne pas. Eh bien, il est retourné. Il est retourné, puis ils ont eu un autre enfant. Ah, t'es grand-père. Je suis grand-père, ouais. Combien de fois? Là, une fois, Aria, et puis dans 5 mois, 3 fois, parce qu'on en a deux, on a. Ah, c'est vrai? Deux, ouais. Un garçon et une fille, jumeaux. Félicitations. Ouais, merci. Putain, t'es un grand-père... Non, Non. non, on m'appelle pas grand-père. C'est vrai? Non, Dadou, ça c'est Dadou. Ah, c'est Dadou? Dadou, ouais. Non, je suis toujours Bah, pas. c'est mignon d'être grand-père Ouais. après, non? Toi, t'es un grand-père très très jeune, hein, quand même. Ouais. Tu l'as eu à quel âge, ta fille? 25? Et elle a 25 eu... ans, ouais. Elle a eu 20. Ah oui, du coup. 20 la première arrière. Ah oui, du coup, t'es devenu grand-père super jeune. Ouais. Bah attends, c'est génial en vrai. Oui, Au moins, ouais, tu c'est profites sûr, de ta ouais, c'est descendance. vrai, c'est vrai. Parce que quand tu as très très tard tes enfants, tu les vois moins. Mais c'est vrai que moi, je suis pas très famille. C'est vrai, je vois. Il faut que je corrige ça. Je suis pas très famille. J'ai ma filleule que je vois pas souvent. Là, j'étais à sa communion. Elle s'est communiée à 37 ans. Ouais. Par manque de temps, entre guillemets, ou c'est parce que t'es éduqué comme Parce ça? que j'étais affolé par ma famille. Tu sais, on était dans une famille, il s'appelait un certain nom. Moi, je m'appelais Le Banner. Donc, ma mère était la seule fille de la petite fratrie, là. Donc, elle avait perdu son nom de jeune fille à l'époque. Hein. Donc, elle s'appelait Le Banner. Et moi, on me disait, ouais, t'es pas un... Je vais me taire le nom de famille. Mais on me disait, voilà. J'étais le seul garçon dans une famille que de filles.
J'ai que des cousines que j'adore d'ailleurs. Et puis même c'est pareil, il y en a qu'une que je garde contact. 2, ouais. Enfin, surtout une. Et puis. C'est fou. Ouais. Mais j'essaie d'être là quand il faut. Mais sinon, je suis pas très famille, tu vois. T'as jamais fait trop de... Quand on regarde un peu ton CV, t'as jamais fait trop de conneries de jeunesse? Non, du tout. Quand on voit ton CV, etc., t'as enchaîné un peu sport tout de suite, papa à 25 ans, t'as pas eu de grosses conneries, t'as pas fait de grosses bêtises? Qu'on pas été. J'ai été intelligent. J'ai fait des conneries, ouais, enfin des conneries. Qui sont pas trop su, quoi, en gros. Ouais, Comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. ouais. À l'époque, il y avait Canal+, tu sais, Canal+, il y avait des gens derrière, on vendait des services, des machins, tout, voilà. Non, mais j'ai été très intelligent. J'ai quelqu'un un jour qui m'a dit que tu étais un grand fan de chiens. Ouais. Et que t'adorais, et que t'avais carrément un élevage de chiens, et que t'avais des très très gros chiens. C'est vrai, ça? C'est vrai. J'avais des filets brasileiros, enfin j'ai toujours des filets brasileiros. Et... Je vous mets une photo qui apparaît à l'image, Ouais. là. C'est des énormes chiens. Ouais, C'est gentil ou c'est méchant? c'est gentil que sa famille est très très dur avec l'étranger. C'est que tout ce qui est étranger à la famille, pour moi, les mains, je ne les élève pas comme ça, ils sont comme ça. Ah, de base. De base, c'est comme ça. Dans leur ADN, tu sens que... Dans l'ADN, c'est qu'il t'aime tellement qu'il te défend. Il est ce qu'on appelle ces chiens portugais à la base, quand ils ont été au Brésil, ils ont ramené avec eux, et ce qu'on appelle l'Ojeriza. Ojeriza, c'est la crainte de ce qui peut être étranger. Donc des fois, ça peut être aussi, la cousine de la peur. Donc ça fait aussi des fois des chiens peureux. En fait, l'Ojeriza, c'est aussi la volonté de ne pas se laisser soudoyer par autrui. Donc ça, j'ai Ojvalka aussi, des chiens russes. Ojvalka. Comment il s'appelle le chien des Romains qui était très grand, là? Il y en a qui ont et qui protègent, pareil. Comment? Cane Corso, ouais. Cane Corso, et qui protégeait les enfants, je crois, non? Ouais, c'est ça. Il laissait... Ouais, Cane Corso qui prenait... C'est plus gros qu'un Cane Corso, encore? Ah, c'est plus gros. Ouais. Le Cane Corso, c'est gros. Ouais, dans mon filet brasileiro, celui que j'ai... qui est né chez moi, d'ailleurs, le sol. Il vient du Brésil. Enfin, les parents viennent du Brésil. Wow, il est super beau. Il fait 75-80 kilos, il est super beau. Ouais. Il fait combien? Il fait 80 ouais, kilos. 75 kilos, il a 2 ans. Il est inapprochable. C'est ce que j'aime. J'aime bien tout ce qui ferme sa... Ouais, j'aime bien tout ce qui ferme sa gueule. Il fait 80 kilos, ouais. Putain, incroyable. Ah, une bonne tête. Il n'y a que toi qui l'approche? Moi, ma fille, ouais. Oui, c'est ça, la famille proche, quoi. Si par exemple, des gens qui venaient, une personne qui le voulait, tu vois, on l'a appelé Ezri, tu vois, et elle l'a pas revu pour un bout de temps, et puis un jour, elle a décidé d'aller le voir. Il l'a pas, enfin, non, il dit, toi, t'as voulu que je reste avec toi et tu m'as pas donné une caresse en 2 ans. Ah, c'est vrai? Ah ouais. C'est bien pour les cambrioleurs? Ah oui. Ah, ça, j'ai vu, enfin, il y a aux États-Unis, comme le port d'armes était, enfin, il y a légalisation dans certains États d'avoir des armes. Il y a beaucoup d'histoires où les chiens se tuent c'est le bodyguard. Hein. Ah oui? Ils se tuent pour... Ah ouais. Ce chien-là, il t'aime tellement, si tu l'élèves comme un chihuahua, comme un petit caniche, mon toutou, il est inapprochable. Tu ne l'approches pas. Bon, maintenant, après, il y a eu un gros élevage qui s'appelait M. Kléber, Gérard Kléber, dans l'Est de la France, l'élevage du molosse. Et lui, il faisait vraiment des chiens, il venait aussi des États-Unis. Ces chiens, pareil, il avait vraiment ce qu'on appelle l'Ojeriza, c'est vraiment... Ils avaient vraiment aucune crainte de la peur, voilà. Et donc, dès que toute personne étrangère à la famille, c'était... et donc, c'était des chiens très, très virulents, tu vois. Tu t'es jamais fait, toi, cambrioler, etc.? Non, jamais. Mes parents, oui, une fois, ouais, quand j'étais jeune. Ça va, ouais. En 2002, tu vas être à ton prime, ça marche très fort. Au Japon, toujours, hein, tu vas jouer une nouvelle finale du K1. Il y a Ernesto Hoost, on va en reparler après de ton bras, etc. C'est en 2002. Tu pensais gagner? Ah oui. Il y a un documentaire qui dure une vingtaine de minutes qui est sur ta chaîne YouTube. Je vous incite à aller voir. Je vous mettrai le lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez le retrouver. Vraiment intéressant. Énorme combat. Tu arrives en finale contre lui. Tu es déjà fatigué par 2 autres combats, comme on expliquait tout à l'heure, en 3 combats. Dans la même soirée, ce qui est quand même usant. Et tu arrives. Ernesto Hoost, c'est un mec qui est extrêmement connu dans ce milieu-là. Ah bah ouais. C'est un peu la star. Ouais. C'est la star. Qui est la star. Tu pensais gagner au départ du combat? Tu dis, c'est bon, c'est pour moi ce soir-là? Moi, j'ai eu 2 gros combats, quand même.
Donc Mark Hunt aussi, qu'il fallait aussi éliminer, le Néo-Zélandais, qui après a migré vers l'UFC. Lui, on a fait une bataille. Aussi contre un Japonais, Musashi d'ailleurs. Pareil, une grosse bataille aussi, parce que de toute façon, tout le monde veut remporter, tout le monde ne veut pas laisser sa place. Et lui, Oust, il combat contre Bob Sapp et il se fait battre par Bob Sapp. Et à un moment, il y avait un combat de réserve. Et ils ont dû prendre le gagnant du combat de réserve. Ils ont pris Oust, parce que Oust, c'est vrai que c'est monsieur 4 fois champion, 3 fois champion du monde. C'est un grand black, très solide. Très fort, ouais. Et donc, pareil, voilà, c'est une finale rêvée quand même pour les Japonais, parce qu'on a une grosse aura là-bas, tu vois. Et donc forcément, mon combat contre Mark Hunt, je sens déjà que j'ai un problème au bras. Je sens que ça bouge. Avant le combat? Après le combat de Mark Hunt, je suis dans le vestiaire, tu te refroidis, c'est ce qui est plus dur, je me rappelle. Tu te refroidis, on te met plein de glaçons partout, machin, puis t'as 1h30 après, tu repars à la bataille, au charbon. Et là, je refais des mouvements, et là, je sens qu'il y a mon os qui bouge, qui grelotte. Ça te fait pas mal? Oui, ça me fait mal, ouais, mais l'adrénaline fait que, puis tu peux pas... annuler, là. Ouais. Et on dit, putain, c'est bon, on sent qu'on a l'alignement des planètes. Non. Et là, on est, quand il me frappe dedans, Il le voit que ça te fait il le voit pas, la première fois, j'essaie de le cacher. Mais après, en fait, ça fait un trou, là. J'ai un trou béant dans l'avant-bras. Donc, après, je me tape, donc voilà. Et comme un con, j'aurais dû changer de garde. J'aurais dû me changer de garde, puis le mettre en avant, comme ça, mais bon. Tellement pressé de... Je voulais le finir. Ouais, je voulais le finir. T'as essayé? T'en mets des Ouais, à 30 secondes à la fin, le dernier coup de pied fait que là, j'ai l'avant-bras qui est cassé en 4 morceaux. On voit des morceaux à la radio, il y a des morceaux d'os partout. Ah, putain. Et tu continues quand même, tu reviens à chaque fois? Je reviens. L'arbitre, il pense qu'il va t'arrêter, tu retournes. À un moment donné, je fais ça, je suis au sol, je souffle un peu et je vois mon bras. Je peux pas faire ça, tu sais. Et là, je vois la caméra, je vois que ça fait, au lieu que l'avant, ça fait comme ça. Ah là là. Tout bleu. Et là, si jamais t'es arrivé jusqu'au bout des 30 secondes, à la fin, c'est le dernier round, là. Je gagnais. Tu gagnais? Ouais, je gagnais. Pourquoi tu gagnais? Parce que... Tu savais que... parce que c'est moi qui avais avancé sur lui tout le temps. Donc j'ai déjà eu en perdition 2 ou 3 fois. Ouais, si ça avait été jusqu'au... Si j'avais pu tenir encore 30 secondes, c'était bon. Putain, à 30 secondes près, Ouais. Est-ce que tu l'as jamais gagné? Non. T'arrives toujours à chaque fois, là. Ouais. Et là, tu pouvais gagner enfin ce C'est combat. ça, et merde. Et qu'est-ce qui se passe? Il t'en remet un dernier? Un dernier, puis là, je sens dans ma tête que tout pète. Ah, c'est trop, là. Tu tiens plus. Déjà, certaines personnes, pour un truc dans le pied, ils boitent. Moi, tu m'étonnes que le bras tout cassé. Ouais, et donc, là, t'as une énorme cicatrice, tu peux la montrer jusqu'au... C'est vraiment... Ouais, ici. Hein. Elle est très, très grande. T'as quoi comme opération après, juste? Donc, ils m'ont mis du matériel normal, un matériel normal dans l'avant-bras, sauf que mon avant-bras, c'est un truc de bœuf, tu vois, mes os. En fait, le mec, il pensait que j'allais rester tranquille, serein à la maison pendant 1 mois et demi, et puis non, au bout d'un jour, je commençais à refaire des pompes. Tu sais, je faisais le con. Je me suis dit, non, je vais récupérer rapidement. Et en fait, non, au bout d'un jour, j'ai voulu retirer le plat, comme un con. J'avais des gens qui venaient à la maison, j'ai dit, je vais faire quelques pompes. Et puis, pop. Il s'est recassé? Je senti un peu... Aïe. Et donc, en fait, non, ça c'est... je l'ai pas dit de suite. Ah bon? J'ai remis le... non, tu sais, comme un enfant, tu sais. Comme un enfant, tu vas voir le radiologue, vous avez fait quelque chose ou il s'est passé quelque chose? Non, rien. Non, rien du tout. Le kiné, pareil, tu sais... t'as posé leur dire? Non. Non, que j'ai retiré le truc juste avant Noël, faire des pompes, prendre un peu les bras, prendre ma gueule. Non, en plus, j'ai vraiment senti le truc, je me rappelle, la pompe, je me rappelle où je la fais chez moi, et je sens le... J'ai dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu retournes à l'hôpital direct? Non, donc j'ai un peu mal au bras, mais on va attendre de retirer le plat, donc j'ai attendu 3 semaines après pour retirer le plat, puis là, ils ont dit, il se passe quelque chose, il y a le matériel qui a cassé. Bah bon? Comment ça? Donc là, greffe osseuse et tout. Wow. Et staphylocoque dedans. Ah, c'est vrai? Ah ouais, j'étais voir un professeur de Paris qui m'a dit là, monsieur Le Maire, la boxe, faut oublier. Hein. Non. Ah, c'est vrai, il t'annonce genre la fin de... Oui, non, j'ai un staphylocoque
au niveau de là, Le staphylocoque, c'est une sorte de... C'est une bactérie, non? C'est une bactérie, ouais. On attrape à l'hôpital. Soit le staphylocoque doré, heureusement. Il y en a qui décèdent. Ouais, et puis moi, donc il avait mangé tout autour de la vis, et le staphylocoque avait mangé, donc ils étaient obligés de me retirer un bout de la hanche là pour remettre plaqué dans l'avant-bras. Ouais, c'est une grosse opération. Ah ouais, et puis là, il m'a mis la grosse ferraille. Hein. Putain. Et tu l'as encore, la ferraille, ou ils ont Non, trouvé je l'ai retiré quand j'ai fait la sélection BX. Ouais, parce que je sonnais au portique. Quand je passais au portique, pour de vrai ouais. Ah, pour vrai. Hein. Tellement le truc était épais. Ouais. On voyait à fleur de peau, puis moi j'ai combattu avec ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais un coup de pied dans l'avant-bras, c'est pas mon avant-bras était heurté, mais surtout la tête. Ça me faisait des frissons dans le... Au Japon, quand tu perds, tu ne pleures pas. Non. À aucun moment, tu craques à un moment. Non, je craque, c'est dans la voiture. De tristesse, quoi. Mon père Non, je craque dans la voiture. Ouais. Quand je rentre en France, on me porte à l'hôpital, je me fais opérer. C'est la première fois que je me fais opérer, je ne veux pas dormir. J'ai voulu qu'on m'opère pour moi, m'injecter des produits dans le sang pour dormir, je trouvais ça inapproprié. Tu voulais pas qu'on t'endorme? Non. Mais c'est pas vrai. Pour faire tout ça? Ouais, donc forcément ils ont été obligés. Et puis je me Là, rappelle... le médecin, il t'a dit... Ah non, le médecin m'a dit, il a regardé, il m'a dit, il y en a partout. Il y en a partout de quoi? Des os, et des ossements partout, il est obligé de tout. L'opération durait 6 heures. Ouais, ça aurait été long, quand même. Ah ouais. Sans dormir, ça aurait été... J'ai vu qu'après, à Paris, ils auraient pu m'endormir là, mais bon... Ah, juste le moment. Ouais, non, c'était une opération trop cool. Il fallait chercher plein de trucs, plein de bouses partout. Quand ils m'ont retiré la plaque, là, je me suis pas fait endormir. Donc ils m'ont retiré la plaque avec des vis, et je voulais tout entendre, moi. Mais comment vous sentez, monsieur Le Banner? Bah, j'ai dit, là, en ce moment présentement, je le sens comme une planche. Mais il y a ça sentait le poulet. Ouais, je vois très bien. C'est de la... Le poulet. Ouais. C'est du voilà, bricole. donc quand j'ai pleuré, j'ai pleuré pour... Quand j'ai vu que j'avais perdu les sous, l'argent, et puis que... Je me rappelle, je vois quand on arrive sur la grosse nacelle devant le public, et je vois ma fille on voit l'Arc de Triomphe, et ma fille qui me prend dans ses bras, qui m'embrasse. De quoi, sur le terrain, tu veux dire? Sur le terrain, en fait, les Japonais te suivent pendant une semaine, font des espèces de countdown, là, tu sais, et puis il y a un moment donné une photo, une image d'elle où il y a l'Arc de Triomphe. Ah, il met des photos de toi. Elle me prend, tu sais, comme ça, puis elle me tire vers elle, puis elle m'embrasse. Waouh. Ah, dur. Toujours, ça me fait quelque chose. T'as pleuré quand elle est née? J'ai pleuré de joie. Ah oui, c'est ça, pleurer de joie. J'ai pleuré de joie, ouais. J'ai pleuré de joie, ouais. J'ai écouté souvent, les gens qui sont durs pleurent plus facilement de joie. Ah, moi, je suis très sensible. Ouais. Évidemment, c'est des beaux moments. Ils t'appellent le roi sans couronne, les Japonais. C'est un surnom qui va te rester. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle le roi sans couronne. Ouais. T'as eu plein de surnoms. Geronimo, Hyper Battle Cyborg, Bulldog of Normandie, etc. Ça te faisait marrer ou tu trouvais ça ridicule? Ouais. Débile, je trouve ça débile. Ah ouais. Déjà, c'est bien, pour plusieurs. Combien de temps tu vas passer vraiment blessé avant de pouvoir peut-être recombattre 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais. Et en 2004, t'es pas loin de te battre avec Mike Tyson. Ouais. Il voulait que ça soit la boxe anglaise, lui. Toi, tu veux pas? Tu le fais pas, du coup? Non, c'est pas comme ça. Lui, il voulait donc les lois de Queensberry. Il voulait en boxe anglaise. Moi, j'ai dit oui. Et à un moment donné, on s'est vu à Las Vegas, on a pris des photos, tout ça. Et lui, en fait, il avait roulé dans la farine les Japonais. Donc mon gros boss s'appelait Monsieur Ishii, Kancho Ishii. Un homme que je respecte tout le temps, jusqu'à la fin de vie. Et donc lui, il avait dit, je veux Mike Tyson contre le Banner au Japon. Et le problème, c'est que Monsieur Mike Tyson avait un casier, record. Donc il ne pouvait pas venir au Japon. Il n'aurait pas donné le visa, tu vois. Parce que là-bas, ils font vraiment la différence. Prison, visa, visa. Donc, non. Donc, OK. Il avait essayé par tous les moyens de le faire venir au Japon. Il n'avait pas réussi. Et puis, à un moment donné, les journalistes américains me disent, oui, de toute façon, vous n'avez pas peur de rencontrer Mike Tyson. C'est pas votre sport de prédilection, la boxe anglaise. Il va peut-être lui arriver de vous mordre l'oreille. Et je lui dis, c'est l'oreille, c'est pas grave, je lui mettrai mon 45 dans la gueule, dans la bouche. Donc ça fait, j'étais même obligé de signer un papier comme quoi que si le sauvage se faisait, que si je tapais avec mes pieds dans la tête de Mike, mes avoirs seraient gelés. Tout ah oui? Ah ouais. Je me rappelle, c'est un avocat de Hawaï. Ouais. Ils aimaient pas trop le trash talking à l'époque, c'était pas pareil. C'est pas, non.
Comme aujourd'hui au MMA, où ils vont s'amuser à se balancer Ouais, des pics, ouais, un ouais. peu, machin. Doumbé, on l'a reçu ici à l'époque, c'est vrai que c'est un mec qui fait beaucoup ça. Ouais. À l'époque, c'était moins comme Ah ça. bah non, c'était même en France, c'était mal vu. Non, les arts martiaux, c'est, enfin, voilà, pour moi, c'est une éthique, une valeur. Donc on va pas raconter des trucs sur ta mère ou ce qui c'est. On parle pas. Enfin, on parlait pas. Vous vous battiez, mais vous parliez On pas. se battait, voilà. Et à un moment donné où j'ai ouvert ma gueule, ça me... Non, c'était là. C'était pas mon truc. Et quand tu dis ces valeurs étaient différentes et tout ça, ça vous arrivait de boire des coups avec les adversaires ou quand même pas après? Non. Alors par contre, eux, je pense que maintenant, oui. Quand j'ai vu Cédric invectiver Baki, machin, Baki t'es mort, machin, puis après ils prend main dans la main, non. Il y a un moment donné où est-ce que... non. Moi, j'aimais relever mes adversaires, tout ça et tout. Mais si le mec m'avait manqué de respect, non. J'aurais pas été boire un verre avec lui. Hein. Ah ouais? Non. Il n'y a eu aucun combat qui s'est fini par un petit moment sympa dans le vestiaire? Oui, même? oui. Si. Bah, j'ai vu même un mec de Gary Goodridge, un Jamaïcain qui vivait aux États-Unis. Je l'avais mis KO, mais gravissime, tu vois. Et je le porte dans les vestiaires, je le monte sur mon dos, parce qu'il ne peut plus marcher, le mec. Ah oui? Ah, il peut plus marcher. Donc on se croise dans les vestiaires, il est en train de machin, puis je dis hop. Je prends, et je l'amène dans son vestiaire sur l'eau sur moi. Oui, parce qu'il y a des mecs sympas en soi. Ah oui, bien sûr. Ça Bien devait sûr. être, Mais c'est pas de ne pas être sympa, mais à un moment donné où est-ce que, quand ça va, quand le trash talk rentre dans la vie privée, comme il y en a, c'était je nique ta mère, ou j'ai baisé ta femme, en plus des fois c'est vrai. Merde. En plus c'est vrai, merde. En 2008, tu vas jouer dans Astérix Obélix, t'en parlais Ouais. avant, tu te fais enlever les plaques, etc. Bonne expérience, le cinéma? C'est quelque chose Très belle qui te plaît, que tu découvres à l'époque? Bah oui, là je joue un rôle de personnage, je joue le rôle de Claudius Cornelius, l'homme le plus rapide de tout l'Empire romain. Et là, non, c'est rigolo parce que je joue avec Depardieu, Clovis Cornillac, que je vais retrouver plus tard que j'ai vu avant dans Scorpion, le film sur la boxe, le MMA. Qu'est-ce que je veux dire? Non, j'ai vu aussi Monsieur Delon, Alain, qui est venu à mes combats, j'étais chez lui, Douchy, tout ça, non, c'est... Oui, gros casting. Hein. Ouais. Et Astérix, à chaque Gros fois. truc, gros 6 mois avant, un gros truc. Et je remercie Thomas Longman qui m'a fait, qui est venu me voir à Bercy avec une cape rouge. Et qui, il me faut. Donc j'étais au rendez-vous et j'ai passé le casting. Moi je veux pas faire figurant, non, je veux pas. Non, je tenais un rôle. Et comme du texte, tout ça, je dis bien. Puis attends, faut jouer avec Depardieu. Qu'est-ce que vous me faites là? Et puis on va à Brie-sur-Marne, là où il y a tous les studios. Je commence à, mais je me rappelle, j'ai vu la perruque, le machin vert, je mets les pompes. Et j'arrête le cinéma et je fonde une famille. Et je vois, c'est Gérard Depardieu qui est dessus. Il dit, ça va, t'as le trac? C'est bon, ça. Ah ouais? Ok, ouais, puis il y avait Uderzo qui était là, tout ça, donc j'ai été pris, ouais. Puis après, il fallait partir dans la grosse machine qui était Astérix Obélix. Et puis avec Thomas Longman, et puis Frédéric Forestier. Non, c'est une super belle... T'as réussi à jouer Oui. facilement? Facilement, ouais. Moi, en casting, je suis très mauvais. En casting, je suis pas bon. Mais là, comme il y avait les partenaires... Donne la réplique. ouais, là, j'ai fait des castings derrière moi. Non, non, moi, je suis au l'instant T. Et après, en 2008, tu vas tourner Babylon AD avec Mathieu Kassovitz. Ouais. Et il y a Vin Diesel qui vient pas s'entraîner un jour pour Ouais. une scène de bagarre. Et pas là. Et au bon. Une fois, 2 fois. Tu l'attends, Ouais. poliment. Une fois poliment, 2 fois poliment. Parce que quand il vient de voir, quand on fait d'autres scènes, quand il fait d'autres scènes, moi je reste parce qu'il faut chorégraphier la scène. Il dit, ouais, et Tito Ortiz, bon, c'était les mecs de l'UFC de l'époque, ouais, quand je vois tous mes potes à l'UFC, je veux que ça soit un combat extraordinaire, je veux que ça soit le combat extraordinaire du film d'action, je veux qu'on fasse quelque chose de bien, nanana, super. Il y avait Alain Figlas qui montait les scènes d'action, et on dit, ok, mais quand? C'est bien de combattre, enfin de faire les scènes d'action, actions avec faut s'entraîner. ton stunt, Ton cascadeur. ton cascadeur, parce qu'il faut savoir qu'il a un cascadeur de face et un cascadeur de crâne. Mais non. Oui, un Belge. C'est deux différents? Oui, deux différents. Mais incroyable. Donc, c'est bien de le faire avec le cascadeur, mais si tu veux si on va faire champ contre champ, ça va être naze. Il faut faire du global, il faut faire du séquentiel. Un plan séquence. Ouais, un plan séquence.
Donc, one shot. Et voilà, inverse. Puis une fois, 2 fois, puis il me prend pour un con. Vin Diesel. Il me dit, ouais, je vais le faire, t'inquiète pas, oui, pas bon. Demain à 10h, 10 hours, ok. 10 o'clock, nobody's here. So, Personne n'est là. Nobody's in the lobby. So, donc, bon, bah, une fois, 2 fois, 3 fois, puis on répète avec le stunt. Très gentil d'ailleurs. Et à un moment donné, je dis, hey, fuck. Je vais le chercher, je dis, non, mais, pour un con, tu veux le truc extraordinaire qu'on va parler encore dans 20 ans, bah écoute, non, tu viens demain. Et puis le lendemain, il n'est pas là du tout, et donc je monte dans sa chambre, et je l'attrape pour parler des choses qu'il n'a pas, mais je l'attrape par le cou, et je dis, hey, come on, you want to fuck with me? I'm going to fuck you. Attends, ça veut dire quoi? Tu me prends pour un con? Moi, c'est moi qui vais te mettre. Et donc là, il m'a dit, ah, je l'ai descendu, il est venu la première fois. Je l'ai descendu. Et puis, on n'a même pas pris l'ascenseur, c'était trop long, je ne voulais pas attendre. Je l'ai attrapé par le col, par la veste. Mais il vient? Et il vient. Et là, je me rappelle, Mathieu me dit, non. Mathieu Kassovitz? Ouais, il me dit, on va avoir des problèmes, parce qu'au départ, il était tout content, tu sais. Qui? Mathieu est content parce que Mathieu a des gros problèmes avec ce mec-là. Oui, c'était un tournage qui s'est mal passé, je crois. Gros problème. C'est-à-dire qu'il s'est vendu lui-même comme un chicano, c'est machin. Puis Mathieu lui a fait vendre ça, c'est ouais, machin, là. Puis en fait, oui, c'était que du pimp. Et en fait, puis une brioche, une bedaine qui commençait à prendre de l'essor, tu vois, il commençait à être plus gros que la moyenne. Ah oui? Et puis une relation avec sa sœur un peu tendancieuse, je dirais. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire un geste sans l'aval de sa sœur, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, tu vois. Et donc, je l'attrapais, je dis, moi, écoute, j'ai rien à perdre, mon pote. Viens, je l'attrape, on descend les marches, on va dans le gym. Écoute, il a aimé ça. Ah oui? Ouais, il est revenu les 2 ou 3 fois, puis après, il s'est recommencé ses conneries. Donc, on a le jour du tournage, on tournait à 2h du matin, il faisait moins 30. À Prague, là. Et donc, à un moment donné, la scène qu'on n'avait pas faite, je le prends je le prends, je sais plus comment, et puis je le tourne à droite. Et donc, tout est fait pour que je ne cogne pas l'acteur, parce que moi, là-dedans, je suis qu'un cascadeur un peu haut niveau, tu vois, mais quand même. Mathieu me dit, s'il y a quoi que ce soit, putain, il faut qu'il y ait rien qui arrive, quoi. Et le mec, quand il me voit, il veut vraiment faire les scènes d'action avec moi. Donc là, moi, je suis content, et puis tout se passe bien, puis à un moment donné... je l'attrape, il doit aller à droite, et ce con est tellement gros, et il va à gauche, et là, mon genou... Ton genou? Le ligament croisé pété. Ouais. Putain! Ouais. Je dois combattre 15 jours après au Japon. J'ai signé le contrat, donc je peux pas dire non. J'y vais, et je perds le combat, d'ailleurs. Je perds le combat au point, mais je fais 3 rounds de merde. Sur mon genou, il tenait pas bien. Voilà, je retourne finir la scène parce qu'il y avait la scène qu'on n'avait pas faite, à cause de ça. Donc je dois finir avant l'opération, parce que c'est 6 mois. Et donc là, Vin Diesel m'a dit, le jour du tournage, il m'a dit, non. Il y a du vent, no, I don't do it. Mais pourquoi? Je sais pas. Putain. Donc là, je vais dans son trailer, dans sa caravane, là, et là, j'ai pouillé la vie. Là. J'ai dit, écoute... Tu m'as niqué mon laisse. En fait, voilà, je te pensais déjà... Bon, le nom, oui, Vin Diesel. Diesel, tu portes bien ton nom pourri. J'ai dit, franchement, t'es une merde. Toi, demain, tu te rappelleras pas de ce qui s'est passé. Moi, franchement, tu m'as tué. Est-ce que ça devait être une bonne scène? On devait faire le truc et tout. Et bon, au montage, ça va être une merde, donc Mathieu le gardera pas. Donc, toi, j'étais un enculé. T'es un enculé. Donc, son arrière du corps a voulu venir. J'ai pris la fourchette. Hop, j'ai Alain Figlars qui est à côté, là, qui fait le Krav Maga, et puis mon pote, il attrape, l'autre, il dit, attends, tu bouges là, et un peu de couteau, le machin, il dit, tu bouges pas. Tu bouges même pas un sourcil. Et donc on s'est barré. On commence à manger, on était avec Alain Goldman, qui produisait la Môme à l'époque. Et il reçoit un coup de téléphone 2 heures après qu'on soit revenu à l'hôtel, on changeait. Donc là, on a commencé à 8h le soir, il devait être, je sais pas, il commençait pas loin de minuit. Coup de téléphone du stunt crâne belge de Vin Diesel. Crâne belge. Ouais. Qui nous dit, non, Vin veut finir la scène, finalement. Ok. Donc, quoi. On a le feu vert. Putain, c'est fou, quoi. Ouais. Ah, ils ont le tout, le pouvoir. Et là, tout le monde, on reprend, puis on fait vite fait le truc, et ça se passe bien. Et ça va quand même, ouais. Ça va quand même, au montage, à un moment donné, j'ai Mélanie, je sais plus comment elle s'appelle,
l'actrice principale, où est-ce que je la prends en fait, je vois dans ses yeux qu'il se passe quelque chose, tu vois, et donc je me mets un peu à pleurer et tout ça. Je me rappelle que il était là, pense à ta mère, machin, quand le dernier moment que tu n'as pas pu avoir avec ta maman, Jérôme, pense à ta mère. Là, je me mets à chialer et tout, et donc, il y a le moment où est-ce que ça n'a pas été pris, parce que des fois il devait être à droite, il devait être à gauche. Enfin, bon, il avait merdé. Donc Mathieu, avec ce grand talent qui est de réalisateur et surtout de monteur, bah, il a pu monter la scène comme il a pu. Voilà. Puis après, il a eu plein de problèmes. Je me souviens que la première du film, je suis avec Mathieu et je vois la scène que machin, je dis, il me fait, ouais. Il me fait, tout le reste c'est comme ça. Je dis, ok. Je dis, moi je me casse. Et c'est son film. Hein. Il me fait, moi aussi. C'est vrai. Ouais, on était boire un verre au bar sur les Champs-Élysées, le bar de Deauville. Ouais. Waouh. Ouais. Et il a dit, je m'en fous de tout le monde. Ah ouais. Ouais. Ah, il y a des films, quand ça veut pas, là. Ouais, puis bon, faut être Mathieu Kassovitz pour faire ça aussi. Après, tu vas jouer dans Fatal avec Michael Youn en 2010. Il va te donner ce rôle-là aussi. T'enchaînes quand même. 2012, auditionné dans une affaire de trafic de produits dopants. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Alors, j'ai un copain qui... je sais pas, Sébastien, on s'est parlé au téléphone, et je sais pas ce que tu fais, d'accord? Donc là, j'ai un copain qui est dans les préparations physiques et tout, et qui connaît un copain, qui fait du trafic de tout ce qui est hormones de croissance, tous ces trucs-là. Et ce mec-là vient me chercher à l'aéroport. Donc voilà, lui était en filature, enfin ils étaient derrière son cul, tu vois. Et puis il vient me chercher et en fait voilà, c'est simple. Donc j'ai les mecs du 36 qui m'appellent un samedi soir. Monsieur Banner, machin, vous étiez sur écoute, tout ça, tout, ok, oui. La garde à vue a commencé pour vos amis. J'ai dit, ouais, qui ça? Donc, ce mec-là, j'ai dit, ah ouais, ce mec-là. Il dit, oui, il est venu vous chercher, on était là, il est venu chercher Charles de Gaulle, ouais, ça. Ok, oui, bon, faut venir demain matin. Je dis, non, écoutez, si j'étais en garde à vue, monsieur, déjà, ça se fait pas par téléphone. Au départ, je crois que c'était une connerie. Je crois que c'était Olivier Marchal qui faisait une connerie. J'ai dit, Olivier, arrête. Je t'ai connu. Il me dit, non, c'est pas Olivier Marchal. On vous en parlera d'Olivier Marchal, mais non, c'est pas lui. Bon, ok. Je m'en parlais du nom. Et donc voilà, et il dit, faut venir demain matin. Non. Si c'était une vraie garde à vue, monsieur, j'aurais été à 6h du matin, vous seriez chez moi. Et on me dit pas une garde à vue, on me convoque pas par téléphone. Par téléphone, ouais. Donc j'y vais même dans la semaine. Je te jure, c'était lundi, je vais dans la semaine, je m'entraîne avec Amoussou, Bertrand Amoussou, dans la cage à Montreuil à l'époque. On s'entraîne, et je dis, tiens, les copains, je suis porté mon 36, j'appelle les mecs, je dis, ouais, je viens. Ok, je dis, si je suis pas descendu en 2 heures, partez, ils m'ont gardé. Et donc, en fait, non, ça s'est pas passé, j'ai expliqué le truc, on dit, oui, mais attendez, vous parlez à votre pote d'un produit, ben, j'ai dit, oui, donc je leur ramène le truc, j'ai dit, oui, attendez, c'est dans mon sac de sport, oui, c'est ce qu'on appelle un pré-workout, qu'on appelle en trou, je sais pas quoi, là, j'ai dit, c'est ça, c'est de ça que je parlais. Et donc j'étais libre. Enfin, les mecs m'ont dit, ok, on arrête. Ils ont pris mon téléphone, l'ordinateur, le machin, pas de problème. Et donc forcément, ils ont une service presse dans l'arrière-garde de 36 km qu'on dit. Donc heureusement que j'ai gardé un email où il me dit non, tu n'es pas mis en cause dans ce truc-là, de rien du tout. La presse avraise, c'est fait. Donc le Parisien, oui, le Banner, machin, pris dans les mains d'un trafic de produits dopants, ok. C'est revenu 3 jours après, ouais, mais sauf que ma fille, on l'emmerde avec ça. Et donc j'ai appelé les journalistes du Havre Libre en leur disant, mais écoutez, quand il y a des bons trucs sûrement au Japon, il n'y a personne. Par contre, encore là, bande d'administrés, là, qu'est-ce que vous faites là? Et en plus, c'est pas vrai. Je vous donne le numéro de téléphone, donc ils n'ont jamais appelé la personne. J'ai envoyé le mail de l'inspecteur du 36, leur disant, non, monsieur n'est pas mis en cause du tout. Et ils n'ont jamais mis de contre-indication d'excuses, rien du tout. Heureusement, j'ai pas eu de bons rapports avec tout ce qui est... Je vais te montrer des affiches de combats qui n'existent pas. Mais s'ils avaient existé, tu m'aurais dit si ce match aurait peut-être pu exister à l'époque et si tu aurais gagné ou pas, d'accord? Okay. C'est parti, je prends l'iPad. Je pense que tu aurais gagné à l'époque. Alors là, c'est pas le même poids. Ils sont amusés. Là, vraiment, je les découvre. Hein. Je sais que c'est l'équipe Edito qui s'amuse à faire ça. Ah, c'est vrai. Est-ce que contre un Cédric Doumbé, est-ce que tu connais Cédric Doumbé? Oui, je connais. Est-ce que c'est pas le même poids? Vous auriez pas pu combattre ensemble là?
Non, non, bah non, on n'a pas pu combattre puisque c'est pas dans la même catégorie. On faisait un open weight. Ah non, il est fort. T'as suivi son arrivée assez Ah non, je suis fulgurante et déjà en rapide. kickboxing déjà, tu sais. Non, non, quand même, non, il a quand même battu moult de Hollandais. Hein. Non, il a une carrière longue, mais la popularité est arrivée très vite. C'est-à-dire qu'il a été connu d'un coup, vraiment, Avec le MMA, en fait. au grand public. Ouais, avec le MMA. En fait, le MMA a été rendu possible après la loi, là, et donc l'ouverture s'est faite. Mais après, après tout s'est enchaîné vite. Tu sais, moi, j'ai vu les réseaux sociaux, comment que les réseaux sociaux s'immisçaient dans les sports de combat, la boxe style, mais surtout le MMA, bien sûr. Bien sûr. Et donc là, il a eu une popularité, oui, en plus le trash talking, parce que les gens aiment ça. Le système de voyeurisme. Avec les réseaux sociaux maintenant. Ouais, comme le loft. Il le sait, hein, il en joue, ça l'a fait marrer. Hein. Ah bah bien sûr, Parce qu'il est beaucoup plus doux et calme dans la vraie vie. Hein. Bien sûr, je sais. Et malheureusement, il a eu, après, on tourne quelques mois après, mais une écharpe dans le pied. Là, Ouais, ça je comprends pas. De quoi? De l'avoir bloqué? Non, je comprends que même il puisse sentir, avec l'adrénaline, qu'il puisse sentir le pied, enfin, qu'il puisse sentir une écharpe dans le pied, je comprends. Non, non. Ça me met... Je reste pantois. Ah, c'est vrai. Après, ça fait très très mal. Un bout de verre dans le pied. Non, un bout de verre dans le pied, peut-être, mais pas une écharpe dans le pied, quand même. Non, mais je pense qu'il l'a senti, donc c'est qu'il... Oui, il a ressenti la douleur. Moi, je pense que, même au niveau du combat, je pense que Cédric, je parlais d'ailleurs, c'est un peu moi, Lucie Berthaud, pour moi, était une grosse, très grande professionnelle au niveau des commentaires du MMA. D'ailleurs, j'espère la prendre bientôt avec nous, pour le COF. Il m'a dit, non, je pense qu'à un moment donné, Cédric est quelqu'un qui aime tout contrôler. Et à un moment donné, il ne contrôlait plus le combat. Et je pense que ça fait que sa sensibilité est redevenue à l'état normal. Tu vois, je pense que quand tu as un écharpe, on a vu toujours, oui, quand tu es avec l'adrénaline du combat, que le mec en face, il t'envoie des scuds ou qu'il va tomber par terre et il va te chanter la messe, non. Non, une écharpe dans le pied, non. Non, j'ai eu le genou, le dernier combat que j'ai fait en France, j'ai eu le genou qui était en train de dire bonjour à l'arrière de ma cuisse. Après, tu disais que tu avais le bras en 4 morceaux. Peut-être que tu ressens moins la douleur que les autres aussi. T'as peut-être ce truc-là, aussi, cette chance-là, entre guillemets, de... Charles, come on, man. Come on. Ouais. Mais c'est vrai, il est là, donc oui, c'est factuel. Donc il a été là, ça me gêne. Moi, je trouve ça bizarre. Après, parfois, t'as des Ça me douleurs. semble bizarre. Et, oui, mais... Tu vois, même un bouton dans le nez, oui. Parfois, t'as des boutons là qui m'ont déjà fait pleurer. Bah oui, mais... Tu vois, c'est-à-dire qu'ils font plus mal qu'un coup... Si on te dit que t'as eu le cancer, monsieur, t'arrives avec un bouton qui te fait mal, et monsieur, il vous reste très peu de temps, tiens, vous avez le cancer. Là, je pense que le bouton, tu t'en colles, hein. Ouais, un truc beaucoup plus gros. Bien sûr. Et là, c'est quand attends, t'es en combat, t'es le mec qui est là pour te punir. Surtout par rapport à tout ce que t'as dit. C'est ça le truc, après. Il y a l'équation entre tout ce que tu vas dire, Cédric et machin, et ceci, je te tue, t'es mort et tout, et le mec, il est plus dans le pit, ah non, monsieur, non, mais même ça fait... Bah, qu'il a raison. Pour moi, le combat, c'est la guerre. Il y a plein de choses. Il peut se passer plein de trucs. J'ai été malade en combat. Je pense que Cédric aussi. Il a été combattre en étant malade, pas en étant pas à 100% de ses moyens, hein, parce que t'as eu une grippe 3 jours avant, ou t'as eu moi, j'ai fait des combats au Japon où j'avais été en Thaïlande comme un con. J'avais bu des liqueurs à base de glaçons. Là-bas, faut pas boire de l'eau. C'est de l'eau. Et ouais, et puis donc j'ai eu un truc où j'avais 42 de fièvre, 41 de fièvre avant de monter sur la ligne, 2 jours avant, puis on m'a mis là-bas ils font souvent ça, au lieu de mettre des antibiotiques, ils te mettent ça en intraveineuse. Et donc une journée avant, tu vas combattre, t'étais là, en train de... d'agoniser. En train d'agoniser, et puis on te fait des intraveineuses. Puis le lendemain, ça m'a permis de gagner. Enfin, j'ai gagné. Celui qui a été malade et qui s'est bien battu, c'est Benoît Saint-Denis, qui a eu un staphylocoque, je crois, et qui a pris au dernier moment, je crois, un traitement. Il ne l'avait pas dit, d'ailleurs. Ils sont amusés à faire l'affiche aussi, je la vois ici. T'aurais aimé combattre contre un Benoît Saint-Denis ou c'est pareil, il y a une trop grosse différence de poids? Bah là, il y a une différence de poids énorme, hein, donc... mais oui, bien sûr, bah non, mais... On est fan, nous, on l'embrasse. Moi aussi, je suis très très fan. Un Cyril Gane, c'est plus ton poids? Ah ouais. T'aurais pu combattre, en termes de poids, je parle vraiment techniquement, face à un Cyril Gane? Ouais, bien sûr. T'aurais gagné face à un Cyril Gane? Comment dire,
Non, c'est... on sait un peu comme... on sait quoi mourir, mais c'est... non, c'est conceptuel. Non, c'est... Il est très fort, Cyril Gane aussi. Ah oui, très très fort. Grand combattant. Très fort, mais... Alors, j'ai ben mal, là, je pense qu'il s'en va dans... Il faut qu'il... On peut pas courir deux lièvres en même temps. Il n'a pas l'âge de courir deux lièvres en même temps. Non, là, il veut faire un peu de cinoche, tout ça et tout. Je dirais, Coco, finis ce que tu as commencé. Voilà. Est-ce qu'il aurait pu avoir à l'époque un Mohamed Ali? Jérôme Le Banner. Ah bah oui, bien sûr. T'aurais aimé? Bien sûr. Non, mais moi, j'aime tous les défis. Le combat, boxe. T'y serais allé? Bien sûr. Cyril Gane, j'aurais été. Benoît Saint-Denis, j'y vais. Bien sûr. Même Cyril Gane, j'y vais même demain. Non, parce que on est français, donc. Un Mike Tyson? Mike Tyson, j'y vais. Tu me laisses un mois et demi, que je prends un peu de gras et hop, roule. T'aurais pu gagner? Non, c'est... Non, je sais pas quel genre de personne. Tu t'es fait... La vie, là, le combat, c'est la vie. Tu sais, tu peux sortir d'ici, tu peux avoir un accident. Non, mais tu vas en tant que gagnant quand tu pars, non? Ah ouais, non. Dans ta tête, ça que je veux dire. C'est ça, bien sûr. Sinon, tu pars perdant, t'es foutu. De tous. Tu t'es fait refaire le nez? Oui. Comment on fait quand on est boxeur et comment ça se passe? Ils rajoutent quand t'as le nez comme ça? Non, ils te le recassent. On te le recasse? Ouais. Je vois pas. Ah ouais, moi, il m'arrive un... Donc j'étais... c'est la femme de Clovis Cornillac. Son père, c'était... c'est Louis qui est à la retraite maintenant. Il était donc grand plasticien au niveau du nez, du visage, à Marseille. Donc il me dit... donc quand tu vois mon nez, il fait « Oh putain !» Bon, j'avais une forme de virgule Nike. Hein. Wow. Il y a un point qui était comme ça sur le côté. Oui, tu l'as eu comme ça, c'était le maximum ou t'as eu une période encore plus? Pire, non, encore pire. T'as eu pire après? Ouais. Encore un petit peu, ouais. Mais là, ça dépend de l'angle. Ouais, c'est ça. Là, ça va encore après. Mais non, mais vraiment, et ça faisait... Et là, non. Et donc, quand je me fais opérer, ils croient que je suis endormi. On est là, je suis face à la mer, super bel hôpital. Je suis là comme ça, puis la dame de chambre croit que je suis... Enfin, c'est même pas c'est la deuxième main du docteur, croit que je dors. Le chariot. Puis je vois qu'elle touche les objets, je fais ça, je fais « Ah bah, c'est pour moi, celle-là ?» Elle dit « Ah, vous êtes pas encore endormi ?» J'ai vu, il y avait un truc comme ça qu'ils mettent dans le nez, avec un burin, comme ça, ouais. Donc après, bon, ça m'y dehors, heureusement, tu vois. Elle me dit « Oui, c'est pour vous, mais vous devriez pas voir ça. » C'est pas grave. C'est pas grave, je sais qu'ils vont me décaloter le nez. Et en fait, non, donc, le lendemain, donc, au réveil, donc il m'a dit, j'ai jamais eu un patient comme ça. Obligé d'être, normalement, je fais tout seul. Là, j'étais obligé d'être aidé par mon assistante à tenir le burin pour mettre des gros coups de marteau, tu sais. Ah bon? Ah ouais. Parce qu'il y avait tellement de calcification au niveau du nez qu'ils ont pété 3-4 fois. Donc ils m'ont mis deux grosses tiges pendant une que j'ai gardée pendant une semaine, l'autre pendant 3 jours. Donc j'étais sur Saint-Tropez, je refaisais des allers-retours avec Marseille pour me faire enlever le drain. Et le drain, j'avais l'impression d'avoir le nez sur le cul d'une poule toute la journée, tellement ça sentait la merde. Putain. Ah ouais, mais un truc comme ça, je retirais le truc. Et après, quand tu... Ah, tu respires. Oh là. Parce que tu pouvais plus respirer avec ton nez écrasé. J'ai combattu pendant 10-12 ans avec une seule line. Et en respirant que par la bouche, quasiment. Putain. Ce petit combat contre Emmanuel Macron qui fait de la boxe, t'as vu son entraînement ou pas? Quand il s'entraîne, qu'il met des photos, etc. Tu suis? Ouais. Moi, j'entraînais. Je participais aux entraînements de Majid Nassa, qui est mon entraîneur, adjoint au maire et qui entraîne Édouard Philippe. Donc tu t'es amusé à faire des combats ou juste... Non, j'ai sparringé des fois avec Édouard, ouais. Et alors? Monsieur Philippe. Édouard Philippe? Édouard Philippe Ier. Non, Édouard Philippe qui est le maire du Havre et qui était Premier ministre. Hein. Non, écoute, il est assidu, sérieux. Il fait beaucoup de boxe, il adore ça. Ouais, il adore ça. Il est bon? Il est bon, il est bon, ouais. Mais t'es obligé de faire doucement quand tu joues avec lui, quand même. Non, ouais, faut doucement. Non, mais même des fois, il prend ça sérieusement. Il t'en a mis 2-3? 2-3, bah, je laisse aussi prendre parce que lui, s'il commençait à me demander de prendre le micro devant l'hémicycle, je pense que je raconterais pas mal de conneries quand même. Ouais, putain. Je suis pas des bons papiers. Non, il commence à devenir bon, ouais. Parce qu'il s'entraîne 2 ou 3 fois par semaine, je crois, à 7 h le matin. Et après, en 2017, t'as entraîné Francis Ngannou. Ouais. Aussi, donc t'as eu une bonne partie où t'as entraîné Édouard Philippe, tu disais, etc. Ouais. Plus facile quand on a été un grand combattant? Peut-être un bon entraîneur ou ça veut rien dire?
Oh, je pense que ça veut rien, je pense que ça veut rien dire. Je pense que tu as des très bons combattants qui seraient de piètres entraîneurs. Ah, c'est vrai? Ouais, je pense qu'il faut se remettre en question. C'est pas les mêmes qualités. Non, il faut se mettre en question. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis à la pointe. Enfin, j'essaie toujours de regarder ce qui se fait. Même des fois, je comprends pas. Donc, je veux comprendre. Moi, je suis pas dans la croyance. Moi, tu sais, moi, je suis dans le savoir. Moi, ça, c'est mes lettres de noblesse. Ça, je veux c'est pas croire. Si, je veux savoir. En ce moment, je suis beaucoup sur la préparation physique, les techniques et tout. Même en boxe. Je change des choses que j'aurais voulu savoir avant, bien sûr, qui m'auraient aidé. Mais bon, moi, c'est comme ça. Donc, je pense qu'un bon entraîneur, il faut être à la page. En 2017, j'ai vu un article, en tapant actualité, etc., machin, ça remontait sur un article de 2017 où tu as sauvé un chauffard à Annecy. Ouais, Annecy. Tu peux expliquer ce qui s'est passé Bah, le mec, j'ai pas vu ça, mais c'est ce qu'on m'a dit après. Donc, il était un peu bourré, où il était en sous-occupé. Enfin, il se barrait dans une rue et il avait failli renverser une personne, dont une autre personne avec un gamin. Et donc, il a vu qu'il avait fait le con. Il a voulu se barrer rapidement dans une rue piétonne. Et là, forcément, il y avait plein de gens et tout ça. Donc, il s'est fait arrêter. Les gens l'ont attrapé. Et moi, j'ai pas vu tout ça. Donc, sinon, j'aurais peut-être rien fait. Mais là, quand je l'ai vu, ouais, non, quand mec, tu fais le con, vas-y, tu fais le con, assume. Donc là, bon, quand je vois, enfin, même maintenant, quand les gens, là, ils étaient à 5 dessus, sur une personne, non. Non, ça, non. Je ne supporte pas. Quand là, j'ai vu un gamin qui s'est fait tuer parce qu'il avait conversé avec sa sœur. Ah oui, oui. Il était à 12 dessus. Quel héroïsme d'être à 12 sur 1. C'est des hyènes. Exactement, c'est bande de hyènes. C'est ça. Moi, j'ai vraiment des cafards. Des merdes. Et là, tu as sauvé cet homme? Ouais. Des 5. Ah bah, mais des 5 qui avaient raison? Des 5 qui avaient raison. Parce en fait, lui, il avait frôlé un enfant. Frôler un enfant. Ça, c'est compliqué. Ouais, donc voilà. Donc, Quand tu sais après, je sais après, sorry. Non, là, du premier. Non, dans ce que toi, faut assumer. Hein. Et là, t'as dit, qu'est-ce que t'as fait? Je suis arrivé, j'ai poussé le mec, j'ai dit, tu vas te calmer, je l'ai mis au sol. L'autre, je l'ai attrapé, j'ai dit, tu restes dans la voiture, en attendant que les flics arrivent, tu vois. Et tout le monde s'est calmé? Tout le monde s'est calmé. Après, les gens sont venus me demander des autographes. Ah, il t'en reconnaît? Ouais. Mais c'est marrant, ce truc de reconnaître que à l'époque, nous, c'était karaté Bushido, Eurosport un peu. C'est bon, je trouve ça même bizarre, même des fois dans le train, dans le métro. Donc, qu'on te reconnaisse, c'est ça? Ouais, je trouve ça bizarre. Tu manges un régime particulier pour rester toujours aussi solide, etc. Tu fais quoi? Je fais, pour moi, c'est comme, je suis un peu comme un religieux, tu vois, comme un moine. Je fais très très attention. Je me fais un cheat day par semaine. Un mauvais repas? Ouais, un mauvais repas, cheat day, voilà, ça. Et sinon, non, je fais très très attention. Mais c'est-à-dire, tu manges quoi, par exemple? C'est intéressant pour ceux qui veulent faire attention. Moi, j'adore maintenant faire manger, donc mais bon, non, je fais pas des trucs avec de la viande, du poisson. Je varie beaucoup. Légumes de saison. J'ai un pote qui s'appelle Philippe Echtebest, donc que j'appelle de temps en temps pour savoir quelques petits conseils. Non, mais non, je fais beaucoup de plats revisités. Là, il y a la soupe feu, toi la soupe feu, la mienne. Je leur fais vraiment. Moi, je vais pas faire un bouillon. Je fais vraiment une sauce. Donc je la fais revenir. Enfin, je la fais réduire au maximum. Donc je fais très très attention. Les hydrates de carbone, les fruits. Là, en ce moment, je suis sur une soupe japonaise qu'on appelle le chankonabe. C'est la soupe du sumo. Donc dedans, je mets du tofu, du riz, des champignons que je fais macérer, que je fais mijoter pendant des fois 12 heures. Donc, je fais attention. Tu fais quand même très attention. Mais de toute façon, il paraît que le sport, c'est 50% et l'alimentation, c'est 50%. Ah non, c'est plus que ça. Non, le sport, c'est beaucoup la tête, beaucoup le mental, le chiché, ça, beaucoup. Et non, c'est pour moi, honnêtement, je trouve que c'est 70% la bouffe. Ah bon? Ah ouais. Si tu mets de l'essence dans une voiture diesel, ça marche pas. Oui, donc il n'y a pas... Mais tu fais toujours beaucoup de sport quand même. Tout le temps, toujours. Et tu fais des pompes, tu dis, parfois avant, quand il y a des gens qui arrivent et tout. Ah ouais, alors, un peu. Parce que j'étais avec des mecs, moi, tu sais que j'étais beaucoup. À l'époque, il y avait une salle de musculation, la salle de boxe, était à côté d'une salle de musculation. Donc les mecs, ils aimaient cultiver le corps. Il y avait une espèce de religion autour du bodybuilding. Donc voilà, donc on voyait les mecs, tu sais, bon, voilà, j'aime bien tu me verras jamais avec des poils partout, du cresson sous le bras, non. Il y a un qui aime, tant mieux, ou qui aime sentir.
Faut ce qu'ils veulent. Non, on a toujours vu ça, c'est dans le sauna, les mecs. Non, je trouve que c'est. Voilà. C'est des choses que. Et pour parler d'argent, juste rapidement, Ouais. mais c'est histoire de comprendre. Après, au Japon, tu disais, tout à l'heure, je t'ai pas coupé, mais tu disais, j'étais aussi triste d'avoir perdu l'argent. Ouais. Au K1, quand tu gagnes, tu gagnais évidemment plus quand tu étais en première qu'en deuxième position, Ouais. troisième, mais tu avais une ligne, ça s'élevait à quoi une prime quand tu gagnais le K1, pour ceux qui ont gagné? 700 000 euros. Ouais. Ouais, donc Donc tu sais que tu 20% passes... 20% de l'État prenait 20% au Japon. Après, il y a une loi qui fait qu'en France, qui n'a jamais d'ailleurs, qui est encore, parce que c'est le Japon, mais non, tu payes 20% au Japon et tu payes pas rien en France, comme en Hollande. Les mecs, tu donnes le papier comme quoi tu déclares 20%, l'État hollandais, mais la France, elle, veut reprendre 20%, parce qu'il y a un texte de loi qui est mal traduit, du français au japonais. Donc l'Europe, non, moi, ils m'ont fait chier les impôts, Ah oui. même encore maintenant. Ouais. Parce que c'est marrant, j'ai lu, j'ai tapé rumeurs et tout, c'est drôle, les rumeurs un peu drôles à chaque Oui, fois. oui. Et ils disent que ta fortune s'élèverait à 215 millions d'euros. T'as vu Non, les articles non, ou pas, non? Non, du tout. Ah, t'as toujours des chiffres Non, comme j'ai ça. plein d'impôts au cul, non, genre, tout est... Ça m'a pas fait marrer, d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, si c'est vrai, c'est cool pour Ça, toi. c'est bon, ouais, ça, Et c'est c'est bien. de bonnes nouvelles. J'en donne un petit peu. Tiens. Et ça- C'était un double... voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus pour la suite? Toi qui fais du cinéma, avec Jean-Claude Van Damme, on va te voir dans Le Jardinier. Ouais. Tu t'éclates. De quoi t'as envie que t'as pas encore fait aujourd'hui? Non, de voir les gens autour de moi heureux. Ouais. Ouais, je trouve que... ouais, c'est un peu un adage un peu à la con, mais non, mais... ouais, même que la Terre respire un peu. Ça serait bien. Tu vas jouer dans Le Jardinier Ouais. avec Jean-Claude Van Damme. Michael Youn. Avec Michael Youn, Ragnar Le Breton, etc. Et il y a aussi un jeu de combat en réalité virtuelle qui va être disponible aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors donc c'est un casque VR, voilà. Donc avec la réalité virtuelle, donc on a été voir, donc on était à Rennes. C'est un projet qui m'est venu par Majinasa et Olivier Fabre. Donc deux personnes bon, un est mon entraîneur, donc lui c'était facile. L'autre était dans tout ce qui est ramener l'internet haut débit dans les grandes stations de ski. Donc qui a fait bonne fortune là-dedans et il avait envie de créer le jeu. En fait, ça fait 3-4 ans qu'on est là-dessus. On était à Rennes, dans l'université, pour la réalité virtuelle et tout ça. Et Donc tu mets ton casque VR, on et met tu le auras casque tes VR, mains. et puis moi, je vais te donner la leçon, tu vois. Je te donne la leçon. Et vraiment, c'est vraiment, c'est vrai, quoi. Ça, Donc c'est réel. on t'a filmé tu toi, vas- on te verra. Ouais, carrément. Et je te donne la leçon, je te donne, oui, vas-y, fais comme ci, comme ça, machin. Percute du droit et tout, super, tu peux me le faire, voilà. Et après, donc, tu vas pouvoir jouer aussi en ligne avec quelqu'un du Japon, quelqu'un des États-Unis. Après, tu peux jouer en VR. Et on va faire les compétitions. On va faire les compétitions l'an prochain au Japon. Et en France, le VR avec ma fédération UFSC. Parce que j'ai créé aussi une fédération du kickboxing pour promouvoir aussi le kickboxing, surtout amateur. Parce qu'après, en professionnel, ils vont aller en MMA ou en kickboxing. Mais je voulais vraiment mettre l'accent avec Anthony Xera sur la fédération de kickboxing. Et puis, j'ai aussi mon organisation, le KOF, King of Fighters, donc compétition internationale de MMA. Donc voilà. Et tu vas refaire un combat le 30 juin. Ouais, à Kumamoto. À Kumamoto, au Japon. Un combat caritatif, cette fois. C'est pourquoi? C'est un mec que j'aime bien, un japonais qui s'appelle Nasu, qui a été là quand mon ami a été en prison au Japon, donc il a été vraiment là, beaucoup. Et donc, il a besoin d'une tête d'affiche pour combattre contre un ancien mec qui a 40 ans, qui revient. Et donc, il m'a dit, est-ce que tu veux faire ça? Je dis oui, mais on donnera l'entièreté de la monnaie, de la somme à des jeunes là-bas à Kumamoto, même pour ouvrir une salle, pour les gens qui comprennent. Il m'a dit, ok, pas de problème, go, let's go. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir de t'avoir. Okay. Je te mets tes réseaux cliquables en dessous. Sur quoi on peut te suivre? Sur Instagram. Sur Insta? Ouais. T'es souvent sur Insta? Ouais, pas souvent. C'est vrai? Ouais. Bon, je vous mets quand même le lien.
Allez le suivre. Jérôme Le Banner, je vous mets le lien cliquable sous la vidéo. Merci d'avoir pris le temps. Franchement, on a fait une super émission bien longue comme on aime. J'espère que ça vous a plu chez vous. Merci à tous ceux qui l'ont préparé aussi. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne YouTube Légende. Vous pouvez commenter la vidéo, la liker aussi, ça nous aide sur le référencement. La petite cloche aussi pour être au courant des prochaines. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup de nous écouter en podcast audio aussi sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. On est numéro 1 des podcasts en ce moment au jour du tournage. Donc merci mille fois de nous retrouver. On est vraiment trop content d'être là 3 fois par semaine avec vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.